Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Normalement, nous sommes presque à l'heure. On attend encore un tout petit peu de monde. Est-ce que déjà, j'espère que tout le monde va bien. Si vous pouvez nous dire dans le chat, s'il vous plaît, si vous nous entendez bien, si le son est correct, si tout va bien, si vous nous voyez bien. Bonjour à tous. Je vois que, ok, super, parfait. Il y a de l'animation. Génial. Bah écoutez, je vais pas pouvoir saluer tout le monde parce qu'il y a du monde aujourd'hui. On est vraiment nombreux. C'est extrêmement agréable. Je vous remercie tous d'être présents. Je me permets, on va attendre encore un tout petit peu. Voilà, je vois que ça se remplit de plus en plus. On attend entre 150 et 200 personnes. On est déjà une centaine, donc on va évidemment démarrer. On va pas prendre trop de temps. On va respecter notre timing, bien sûr. On va faire ça dans l'ordre. Alors, sachez que du coup, nous à côté, on a aussi un chat si jamais il y a des bugs techniques, etc. Donc, si vous nous voyez regarder les PC, c'est logique, c'est qu'on veut s'assurer que vous nous entendiez bien. Donc, n'hésitez pas. On a aussi des modérateurs et des administrateurs qui sont présents aussi. Donc, si vous avez des questions, elles nous seront remontées aussi. Vous avez un onglet d'ailleurs questions, donc n'hésitez pas. Si jamais, tout au long du webinaire, vous pouvez poser une question, plus que dans le chat. Dans le chat, vous pouvez interagir, bien sûr. Encore une fois, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Alors, j'attends juste de voir, parce qu'il y en avait qui avaient des petits soucis sur le live. J'attends de voir, mais visiblement, ça va être réglé. Est-ce que de côté Euris, on peut m'assurer que tout est OK, parce qu'il y avait une histoire de lien Teams, etc. J'informe déjà du coup tout le monde, pour vous et vos équipes, que le live est enregistré. Donc, ce que vous voyez là est enregistré, il sera accessible après la diffusion. Donc, vous aurez la possibilité de le revoir. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un délai, il y a une rétention, mais qui est quand même assez importante. Alors, je vois qu'il y a encore quand même 2 personnes qui n'ont pas le lien. Je vais juste demander du coup à l'oral, enfin on a 2 de nos clients qui n'ont pas le lien. Sylvie, tu peux juste leur envoyer le lien classique, je pense que ça ira. Je vois que Antoine nous a rejoint. Ok, c'est bon, parfait. Tout le monde nous entend bien? Tout le monde nous entend bien, oui, c'est ce qui m'a été communiqué. Le son est ok. Donc, écoutez, on va lancer. On est plus d'une centaine. Les gens nous rejoindront. Je vois qu'il y en a. Merci Benjamin Ok. pour Pour le votre retour. information, pour votre retour. Parfait. Si vous avez le moindre problème technique, si jamais il y a des problèmes de son, d'image, parce qu'on va faire une présentation aussi, bien sûr, vous n'hésitez pas à nous interrompre, s'il vous plaît. Je demande à l'équipe d'Eoris d'être alerte sur le chat, parce que nous, on va beaucoup vous parler, vous présenter, donc on ne va pas forcément pouvoir tout voir. Eh bien, bienvenue à tous, bonjour. Pardon d'avance pour ceux qui nous connaissent déjà depuis longtemps, mais on va quand même refaire une passe parce que, pour information, on vient d'un événement, ce webinaire fait suite à un événement qui s'appelle Eoris in Paris, où on a organisé un événement avec une partie de nos clients, une partie de nos potentiels futurs clients. Du coup, on avait présenté aussi la V11, notamment GLPI, ce qui va être l'objectif du jour, bien sûr. Les gens nous connaissaient quand même globalement. Là, il y a beaucoup de personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, on va devoir quand même faire une présentation un petit peu de zéro. Donc, on va commencer par ça. Ça va être la première thématique du webinaire quand même, de se présenter. On aura la chance aujourd'hui d'avoir Techlib aussi, donc l'éditeur de GLPI, qui va pouvoir venir se présenter à vous et vous expliquer un petit peu quelles sont nos relations, bien sûr. Et puis après, on parlera, bien sûr, de GLPI 11 avec une vraie présentation de Benjamin et Alexis, que je vais laisser bien sûr se présenter juste après, pour vous permettre un petit peu de voir quel est l'avenir de ce beau produit qui est GLPI. Alors, j'ai pas commencé par ça. Alors, je vois déjà qu'il y a des questions. Parfait. Voilà. Je vois que merci Benjamin qui est en train de répondre. On va peut-être commencer par se présenter personnellement, évidemment. Je vous laisse, je sais pas, Alexis, Benjamin, si vous voulez démarrer, puis je prendrai la suite pour lancer la présentation. Bien, bonjour à tous. Je suis Alexis Bernardet, donc directeur technique chez Euris. Je fais partie des associés avec Alexandre et Benjamin ici présents. Je suis en charge de l'intégration de plusieurs produits chez Euris et notamment la partie pôle développement sur la partie GLPI, plugin,
projet communautaire GLPI lui-même. Voilà, donc on aura l'occasion de se parler, de se voir dans des cas de développement spécifique ou pas, sur d'autres sujets. Et du coup, Benjamin Guerlot, je suis directeur technique aussi. Je gère et je suis en charge de toute l'équipe GLPI qui vous accompagne au quotidien pour les clients qui sont déjà parmi nous et pour plus une partie avant-vente pour les clients les futurs clients qui sont présents aujourd'hui. Et pour ma part, du coup, bonjour à nouveau à tous. Moi, je suis Alexandre Thuur, donc je suis le 3e associé et moi, j'occupe le poste de la direction commerciale et marketing chez Eoris. Donc, on va commencer tout de suite par, du coup, comme je vous le disais, vous présenter un petit peu qui on est. Alors, je vais juste lancer ma présentation. Hop, comme ça, vous allez pouvoir la voir. Tac. Je vais vous partager mon écran. Hop. OK. Donc, alors l'événement, comme je le disais, on a laissé ce petit logo parce que ce webinaire fait suite à l'événement Eoris in Paris, comme je vous l'avais précisé. Eoris in Paris, c'est un événement qu'on a lancé du coup, donc qui s'est déroulé le 23 janvier, si je ne me trompe pas sur la date, en tout cas fin janvier, et qui est organisé depuis déjà quelques mois et qui nous a permis, comme je le disais, de se présenter physiquement à l'ensemble de nos partenaires, nos clients et de nos futurs potentiels clients qui avaient besoin de nous rencontrer et nous voir. Pourquoi Eoris in Paris? Parce qu'à la base, on vient de Lyon. Donc, on est une société lyonnaise. On existe depuis bientôt 6 ans. On va fêter notre 6e année là, dans un mois à peu près. Et Eoris, aujourd'hui, c'est un peu moins de 30 collaborateurs. On est basé donc dans le centre de Lyon et on officie notamment on est intégrateur de solutions open source, ça c'est notre métier de base, et on officie notamment sur GLPI puisque c'est la plus grosse part de notre chiffre d'affaires, c'est la mise en place de GLPI. On va en parler bien sûr en détail. Donc notre histoire, pour faire quand même un tour d'horizon, on est 3 amis d'enfance, donc les personnes que vous avez sous les yeux, donc Benjamin, Alexis et moi. On a fondé Eoris, je le disais, il y a 6 ans. On travaillait déjà ensemble dans une autre structure IT et on a eu l'idée de se dire et la prétention de se dire qu'on voulait un petit peu changer le monde à notre manière, le monde de l'entrepreneuriat, et de se dire que eh bien, notre vision, qui était en premier lieu des valeurs assez fortes entre nous déjà, et ensuite de se dire que l'open source, notamment à travers GLPI, qui il y a 6 ans commençait tout juste à se dire, même si on va en parler, GLPI, ça fait 20 ans que ça existe, mais commençait à quand même sortir son épingle du jeu face à certains gros acteurs du marché de l'ITSM. Maintenant, on y croyait déjà beaucoup à cette époque-là. Et ça tombait bien puisque TechLib, donc l'éditeur, commençait à se développer vraiment en tant qu'éditeur. Donc, on a commencé d'ailleurs avec cette idée-là. Et en plus, bien sûr, on a intégré d'autres solutions qu'on connaissait déjà et en lesquelles aussi on croyait, Bluemind notamment et Odoo, qui sont du coup les 2 autres solutions qui viennent accompagner GLPI. Aujourd'hui, on va évidemment beaucoup parler de GLPI. On va parler de ce qu'on fait dans ce monde-là. On va parler après de ce que fait l'outil. Et on va pouvoir un petit peu mélanger tout ça. Dans vos questions, n'hésitez pas à nous interrompre aussi. On aura un temps d'échange à la fin. On va essayer de pas trop couper le live, bien sûr, mais on aura un temps d'échange à la fin qui est prévu pour répondre à vos questions. Et puis, si on peut, on a des équipes qui peuvent répondre à vos questions en direct. On a aussi l'éditeur qui peut aussi répondre à vos questions en direct. Mais sinon, on pourra les étayer, bien sûr, à l'oral. Donc, 2019, la création d'Eoris. En fait, on a été jalonné par quand même des grosses étapes avec des ambitions assez fortes de notre part, de la part d'Alexis, Benjamin et moi. On s'est tout de suite dit que nous, ce qu'on voulait faire, c'était créer une équipe compétente, solide et qui permette vraiment d'accompagner nos clients comme beaucoup d'intégrateurs. Sauf que la grosse différence avec les autres, c'est que nous, on voulait s'appuyer sur des produits forts qui existaient déjà, auxquels on croyait et qui avaient encore beaucoup de choses à faire et où il n'y avait pas tant de monde que ça sur ce marché. Et c'est pour ça que GLPI a été une évidence pour nous. Donc, GLPI, un outil de ticketing, ITSM, gestion de parc, évidemment, qui est connu par tout le monde, mais finalement maîtrisé par personne. C'était un petit peu la sensation qu'on avait il y a 6 ans, mais il y a même 10 ans quand on a commencé à travailler avec l'outil. Et c'est pour ça qu'au fil des années, on s'est investi énormément dedans, donc tant en termes humains, évidemment aussi en tant que purement financier en tant qu'entrepreneur, pour arriver
en 2022 à être le premier et à ce moment-là, presque le seul partenaire Platinum de GLPI. Donc, quand on dit partenaire Platinum, vous verrez, on va vous donner plus de détails de ce qu'est un partenariat. Encore une fois, pardon pour ceux qui savent déjà, ils connaissent déjà cet univers, hein, mais là, vous êtes beaucoup à ne pas le connaître. Donc, le partenariat, c'est simplement se dire que l'éditeur de la solution qu'est GLPI, eh bien, il va dire, très bien, moi, il me faut des sociétés qui savent l'intégrer, donc que je vais référencer, que je vais certifier, et que donc, je vais leur donner un badge, un estampillage, OK, allez-y, vous pouvez leur faire confiance. Et c'est le cas depuis 2019, mais depuis 2022, on est quand même dans le top de la liste, puisqu'on est le premier partenaire dans le monde aujourd'hui, celui qui fait le plus de chiffre d'affaires, qui a le plus d'intégration, et notamment sur le territoire français, où on intègre aujourd'hui plein de grands groupes privés, publics et des plus petites structures aussi. Voilà, je parlerai en détail bien sûr de notre métier pour quand même que vous compreniez bien avant qu'on bascule sur la V11 et les fonctionnalités, même si on sait bien sûr que c'est ce qui vous intéresse dans l'ensemble et c'est bien le sujet de la présentation. Des petites nouveautés, on reviendra ça à la fin de la présentation, mais on a quand même des petites nouveautés sur notre arrivée en Suisse l'année dernière. Donc, on a ouvert une filiale, une succursale en Suisse. Donc, je sais qu'il y a des clients suisses et des potentiels clients suisses ici présents, donc je vous salue. Mais ça a été aussi un objectif. Alors, on est voisins, hein, parce qu'on est à Lyon, donc on n'est pas très loin. Et puis, c'est un marché où GLPI n'existe pas vraiment, ou très peu, trop peu selon nous. Donc, on s'est dit, lançons l'activité là-bas. On a fait les choses bien, parce qu'on a monté vraiment une structure juridique dans ce pays, chez nos voisins suisses. Et l'idée, c'est qu'on est en train de s'imprégner un petit peu de ce marché et de pouvoir adresser les besoins en Suisse, parce qu'il y en a pas mal. Et on avait été porté notamment par un client que je peux peut-être pas citer, mais en tout cas qui est présent parmi nous. Donc, s'il veut se manifester, c'est avec grand plaisir. Je sais qu'on a d'excellentes relations. Voilà. Donc, un client assez important dans un État suisse, pardon, et voilà, qui nous a montré un petit peu que la voie était possible. Et puis sur 2025, on en parlera un petit peu à la fin, bien sûr, mais on lance une nouvelle filiale en France, une nouvelle façon de travailler, qui va être un petit peu dissociée d'Eoris, mais j'y reviendrai à la fin parce que c'est pas forcément ce qui va nous intéresser tout de suite. Je vais vous parler de 2 éléments chez nous, avant de basculer sur notre partenariat avec Techlip GLPI et après de basculer sur la V11. Donc chez nous, en fait, il y a un élément qui est clé, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est l'évolution de la gestion de projet depuis des années chez Eoris. En fait, pour ça, on s'est rendu compte qu'on avait beau avoir les meilleurs ingés, les meilleurs intégrateurs, les meilleurs développeurs chez nous, si on n'avait pas des bons chefs de projet et une bonne façon de voir la gestion de projet surtout, chez Eoris, en fait, on allait dans le mur. Ce qui est arrivé certaines fois il y a quelques années, on s'est rendu compte que on mettait potentiellement du temps à répondre, qu'on ne donnait pas assez de visibilité à nos clients. Et donc, ce point-là, c'est pour ça que je le cite en premier, il va rejoindre la partie avant-vente, la partie vente, mais finalement, là, on est déjà dans cette partie avant-vente. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous avez un premier contact commercial finalement avec nous. Et sachez que ça va être très important, mais ce qui va être le plus important, c'est surtout ce qui va se passer après, une fois qu'on contractualise et qu'on décide de travailler ensemble. Vous avez chez nous des gens qui, leur métier, c'est vraiment d'avoir une vision de la gestion de projet assez avancée. Alors, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les outils qu'on utilise, bien sûr, pour vous mettre à disposition une visibilité extrêmement claire de l'avancée de votre projet. Ce n'est pas l'objectif du jeu. Mais c'était simplement pour faire quand même un tout petit rappel sur l'importance et la place que ça avait chez nous, et notamment dans un projet GLPI, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un projet ITSM, c'est quand même cadencé par beaucoup de phases. Il y a des phases extrêmement importantes, primordiales. C'est un outil transverse. C'est peut-être l'un des outils les plus transverses d'un SI, parce que ça va toucher absolument tous les services. Et il faut que ce soit extrêmement bien pensé et bien structuré. Et finalement, un projet ITSM, et notamment GLPI, s'il n'est pas bien pensé dès le départ, eh bien, ça va rapidement dans le mur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve le plus quand on arrive chez vous et que vous avez déjà des GLPI, ce qui est certainement le cas dans les personnes qui sont présentes aujourd'hui. C'est qu'en fait, on a la chance, c'est que GLPI, c'est un outil open source. Donc, qui dit open source dit que c'est accessible et qu'on peut, en autonomie, le mettre en place dans nos structures, qu'elles soient de différentes tailles. La problématique, c'est que si on ne maîtrise pas cet outil, même si on a certainement des ressources adéquates en interne, eh bien, on peut avoir des ressources qui vont être des bonnes ressources côté admin 6, côté Linux, côté installation. Donc, l'installer, ça ne va pas forcément être un problème, mais qui vont peut-être avoir des difficultés à configurer l'outil, en tout cas à le configurer pour les besoins de votre structure. Et c'est là où nous, on intervient, évidemment. Et c'est là où on a une vraie plus-value chez Eoris, au-delà finalement de la mise à disposition d'un outil GLPI, qui est un très bon outil.
puisqu'on va encore une fois en parler aujourd'hui. Mais nous, on a cette vision-là aujourd'hui de se dire, OK, quels sont vos besoins? On a des experts AMOA chez nous, on a donc des experts en chefferie de projet qui ont cette vision-là de se dire, d'accord, il faut prendre un besoin extrêmement macro, l'affiner petit à petit et le mettre en corrélation avec ce que sait faire GLPI. Ça, c'est le métier de l'avant-vente, donc de l'équipe commerciale, de l'équipe chef de projet et de l'équipe AMOA. Voilà. Vous avez quand même un petit paquet de personnes qui sont là chez Euris pour vous accompagner sur cet aspect-là. C'est pour ça qu'on réalise des audits, c'est pour ça qu'on fait aussi ce genre d'événements et on va parler de différents événements qu'on va organiser dans la suite des mois et des années à venir. J'avance puisque là, on parle de l'avant et pendant projet, mais on va parler de l'après aussi. L'après-projet est aussi intégré, je veux dire, les pensées d'Eoris il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an et demi, 2 ans, puisqu'on a ouvert un poste chez nous. À la base, on s'est dit qu'on pensait que c'était une bonne idée, qui est le poste de CSM, hein, donc Customer Success Manager, pour ceux qui connaissent. Dans notre jargon à nous, parce que c'est un métier qui veut dire plein de choses, mais dans notre jargon, c'est celui qui va assurer on va le dire vulgairement, le service après-vente. Donc chez nous, qui est représenté par Sylvie d'ailleurs, que je mentionne et qui est avec nous, qui est présente aujourd'hui. Sylvie, pour ceux qui la connaissent déjà et pour ceux qui auront la chance de la connaître, du coup, elle est là pour tout l'après. C'est de se dire, très bien, on a travaillé ensemble, on a réalisé un projet. Déjà, est-ce que ça s'est bien passé? Ça, c'est la première chose. D'avoir vos retours, d'avoir vos retours d'expérience, de pouvoir parfois arbitrer les responsabilités pour potentiellement aussi améliorer les choses et nos relations si elles sont à améliorer. Même si on a quand même une satisfaction qui est assez élevée chez Euris, on a cette chance-là. Et après, c'est de se dire, OK, quels sont vos besoins futurs? L'idée, c'est pas de vous laisser, puisque surtout que généralement, quand on travaille ensemble, derrière, il y a du support qui se met en place, puisque nous, on réalise de la phase d'audit jusqu'au support niveau 2 et niveau 3 avec l'éditeur, ça on y viendra, et on passe par la maintenance en conditions opérationnelles, évidemment, bien sûr. Mais l'idée, c'est de se dire, très bien, quel est l'après? Est-ce que vous avez des besoins? L'idée, c'est de créer une vraie relation de confiance et d'avoir une vraie place centrale de votre satisfaction chez Euris. Voilà, je finis mon discours là-dessus. On va bien sûr parler maintenant de TechLib. On va les faire grimper sur notre estrade virtuelle en la personne de Loïc Le Fur, qui est associé et directeur commercial, mais je vais laisser se présenter chez TechLib. Avant de faire monter Loïc, alors est-ce que Benjamin, tu peux le faire monter en même temps, s'il te plaît? Il est monté tout seul. Je pense qu'il avait les droits, c'est parfait. Oui. Merci beaucoup les gars de nous rejoindre. Je vais juste introduire quand même de manière un peu plus détaillée finalement notre vision à nous de GLPI avant de laisser la place à l'éditeur. J'en ai parlé un petit peu, mais là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va quitter le côté générique et on va rentrer sur l'outil. GLPI, comme je le disais, ça fait 20 ans que ça existe. Tout le monde connaît globalement GLPI, au moins de nom. Quand on est étudiant, on installe tous presque un GLPI parce que ça tourne sur un socle LAMP. Donc, on se dit que c'est les premiers tests qu'on fait souvent. C'est des petits projets d'études. Et puis après, dans les boîtes, dans les sociétés, dans les organismes publics, on les retrouve en fait. On le retrouve toujours. Parfois pour gérer le parc, parfois pour faire un petit peu de ticket. Mais trop longtemps, ça a été vu comme un outil qui était correct, bien, mais qui ne venait pas et n'arrivait pas à la cheville de d'autres outils, ServiceNow, Jira, on peut les nommer bien sûr. Et c'était le cas au début très certainement, parce qu'on a la chance, mais c'est aussi potentiellement un défaut à la base, je dis bien à la base, c'est qu'on est sur un outil open source, donc communautaire, et comme tous les outils communautaires à la base, c'est plein de gens qui participent finalement et qui contribuent au projet. Donc on va avoir plein de fonctionnalités qui arrivent de base et puis après sous format de plugin. Donc ça crée finalement un amas de beaucoup de choses et à maintenir, c'est pas forcément si simple que ça. Donc on peut se retrouver avec des outils qui sont un petit peu bancals, un GLPI qui peut être bancal dans les structures. Mais c'est pour ça qu'il y a 10 ans, en 2015, et Loïc en parlera mieux que moi, mais il y a une société donc, qui s'appelle TechLib qui faisait partie de la communauté GLPI, qui était intégratrice de la solution, qui s'est dit, nous, en fait, on va prendre le virage éditeur. Il n'y a pas d'éditeur de GLPI. Finalement, l'éditeur de GLPI, c'est tout le monde. Nous, on va la professionnaliser. Et c'est comme ça que GLPI, et c'est là que je vais laisser Loïc faire l'historique, mais c'est comme ça que GLPI est rentré finalement dans le monde professionnel réel des ITSM. Et aujourd'hui, on peut se targuer de dire que GLPI regarde dans les yeux absolument tous les autres outils du marché sans aucun problème. Et d'ailleurs,
Il y a beaucoup de nos clients présents aujourd'hui qui pourraient en témoigner. Et on va parler d'ailleurs de témoignages clients. Alors, on va pas les faire aujourd'hui, mais c'est des choses qui vont arriver sur nos réseaux sociaux. Donc ça, j'en parlerai à la fin. Donc restez présents d'ailleurs jusqu'à la fin, parce que je sais que la V11, là, c'est ce qui va vous intéresser le plus et ce qui va être le plus long. Vous verrez qu'à la fin, il y a des choses intéressantes qui vont vous intéresser sur la suite des communications qu'on va faire. Et on va beaucoup discuter de GLPI et on va avoir différents supports autres que des webinaires pour venir vous rencontrer et que vous soyez aussi alertés sur les différents réseaux sociaux. Donc, on en parlera à la fin. Voilà, donc ça, c'est pour faire quand même un tour d'horizon de ce qu'est aujourd'hui GLPI. Je vais te laisser la main, Loïc, encore bienvenue. Merci de ta présence qui est précieuse et rare. Donc, je te laisse la parole et la main pour te présenter. Je vais quitter juste la présentation, comme ça les gens pourront potentiellement aussi te voir visuellement. Merci Alexandre. Et puis merci Benjamin, merci Alexis pour l'événement, merci à l'équipe EORIS derrière pour l'organisation de cet événement. Bon, bah, tu as tout dit, mais je vais être concis, je vais pas prendre énormément de temps aussi sur cet événement parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, bah, bonjour à toutes et tous. Je connais beaucoup de noms, effectivement, en clients finaux ou avec des personnes avec qui j'ai déjà échangé en ces années de TechLib. Moi, je suis Loïc Le Fur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur commercial de TechLib. Alexandre l'a bien dit, nous, on est devenu éditeur de GLPI en 2015. TechLib va fêter ses 16 ans cette année. Mais en fait, c'est plus que ça parce que dès 2009, à la création de TechLib, on avait déjà une activité forte sur GLPI. On avait même un des corps développeurs de GLPI qui était salarié de TechLib. Donc, on avait une proximité très forte avec la communauté qui tenait le projet. Et donc, logiquement, en 2015, on a repris la gouvernance du projet pour, disons, professionnaliser GLPI et en faire une vraie solution avec un modèle économique, évidemment, et j'y reviendrai. Quelques chiffres, TechLib, c'est une 60aine de personnes aujourd'hui. On fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a 80 partenaires dans le monde qui sont en mesure d'accompagner les clients finaux sur GLPI, dont évidemment EORIS, qui est effectivement notre partenaire principal en France et en Suisse, donc partenaire Platinum. Qu'est-ce que ça veut dire, Platinum? Ça veut dire plein de choses. Ça représente aussi, et pour rien vous cacher, un volume d'affaires en souscription GLPI Network entre eux et nous, mais ça représente aussi une expertise côté partenaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous confiez un projet ou quand nous, on confie un projet GLPI à EORIS, voilà, on y va les yeux fermés. Ils ont la chefferie de projet, Alexandre l'a bien dit, et la maîtrise de bout en bout d'un projet. Et ça, c'est ce qui nous importe finalement pour que le client final soit le plus satisfait possible. Le modèle économique de TechLib aujourd'hui avec GLPI, il est simple. La solution est libre open source, donc elle est installée partout dans le monde. Ça, c'est une chance. Mais je vais rien vous apprendre. Il n'y a pas de développeurs bénévoles. Ça n'existe pas. Donc, on a besoin de financement pour continuer à développer la solution. Et donc, pour ça, on a créé la souscription GLPI Network dès 2015, une souscription qui permet aux clients finaux, finalement, de rejoindre un réseau professionnel GLPI en ayant du support niveau 3. Donc, n'importe quel bug que vous allez croiser sur la solution va être pris en charge par l'éditeur. D'avoir accès également à des plugins exclusifs, donc des plugins que vous n'avez pas aujourd'hui pour ceux qui utilisent la version communautaire. Donc, des plugins qui vont vous faciliter la vie, votre quotidien avec GLPI. Enfin, et non des moindres, ça vous donne évidemment accès au réseau de partenaires qui travaillent sous souscription. Et évidemment, vous contribuez à la solution. Nous, 100% de ces revenus viennent financer la roadmap du produit de manière globale. Quelques dates aussi. Donc 2015, on reprend la gouvernance du projet. En 2020, on lance l'offre GLPI Network Cloud. Donc on a la même offre en cloud aujourd'hui, ce qui permet à tout à chacun, en quelques clics, d'ouvrir une instance cloud prête à l'emploi en version professionnelle gratuite pendant 45 jours. Donc aujourd'hui, vous avez tous la possibilité de tester la souscription gratuitement pour tester les plugins, la dernière version de GLPI de manière totalement gratuite. Et puis de vous affranchir surtout chez vous de faire tomber en marche un GLPI sur un serveur, de maintenir l'infra, etc. Voilà, c'est des choses qui se font encore aujourd'hui, mais on voit bien que la tendance, elle est quand même forte sur le cloud. On s'est aperçu entre 2020 et aujourd'hui que finalement, globalement, ça coûtait plus cher à des utilisateurs finaux de maintenir chez eux un GLPI communautaire plutôt que d'être sur un GLPI pro chez l'éditeur. Entre 1 et une vingtaine de techniciens
le calcul est bon. Ça vous coûte moins cher d'être sur une version pro que des coûts du temps homme passé chez vous à maintenir une instance, la mettre à jour et paramétrer l'outil. Voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps, mais je voulais quand même finir sur 2 infos que je pense très importantes aujourd'hui avec le recul qu'on a en 10 ans d'édition. Aujourd'hui, on peut dire que GLPI, c'est la solution de gestion des services et de ticketing la plus déployée au monde. Ça, on en est sûr. Déjà, c'est une solution open source et donc elle est installée partout. Dans toutes les organisations publiques, privées, associatives, il y a toujours eu un technicien, un stagiaire qui est arrivé un jour et qui a installé un GLPI parce que c'est libre, donc gratuit d'usage. Et donc, cet outil a évolué dans l'organisation. Et puis un jour, cette organisation nous appelle et on redirige ces organisations vers nos partenaires. On le voit également bien sur le cloud avec toutes les instances qui pingent tous les jours à travers le monde. On touche tous les pays du monde. On a des demandes entrantes tous les jours du monde entier. C'est vraiment vrai, hein, c'est assez incroyable. Mais on a des demandes de pays, le Bhoutan, le Bahreïn, le Groenland, le Canada, la Turquie, j'en passe, c'est des meilleurs, mais tous les pays. Asie, Océanie, Afrique, Amérique, Europe évidemment. Donc c'est vraiment incroyable en termes de couverture. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que on n'est qu'au début finalement parce que les GLPI sont sous souscription aujourd'hui, sont une infime partie des GLPI installés dans le monde. Et donc la deuxième chose qu'on peut dire après le fait que la solution GLPI soit la plus déployée au monde, c'est que c'est aussi la solution avec le coût d'accessibilité le plus compétitif. Nos partenaires, et Eoris pourra vous le dire, ils se retrouvent face à des concurrents sur certains dossiers, les gros que tu as pu nommer Alexandre, mais voilà, les ServiceNow, les EasyVista, à couverture fonctionnelle équivalente en suivant les besoins des clients, des projets qui peuvent durer des mois ou des années côté concurrent, vont durer quelques semaines ou quelques mois, tout au plus, avec GLPI. Voilà, un exemple, et je finirai là-dessus. J'ai un client qui a changé de société il y a quelques années et qui m'a appelé et qui m'a dit: Loïc, on a signé avec un outil concurrent, je ne le nommerai pas, dans notre société. Ça fait 1 an qu'on a signé, on n'a pas ouvert un ticket. Confie-moi un partenaire. J'ai confié ce client à un partenaire et il a fallu 2 mois pour qu'il me rappelle et qu'il me dise: ça y est, c'est en prod, on a ouvert des tickets. Voilà, c'est un bon exemple de l'adaptabilité et la scalabilité de GLPI aujourd'hui. Et donc, pour finir, s'il y en a autour de cette table qui sont en recherche d'un outil, en veille d'un outil de gestion des services, vous allez voir que la V11 va encore plus ouvrir l'outil vers la gestion des services de manière générale. Et je vous invite à faire confiance à Eoris, vous ne le regretterez pas. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Loïc. Merci infiniment pour encore une fois ta présence et ta clarté. C'est une chance d'avoir tes clips toujours auprès de nous dans ce type d'événement. Je vois qu'il y a Samra aussi qui est présente, donc j'en profite pour la saluer. Samra qui fait partie aussi de l'équipe TechLib et qui est notre account manager, donc avec qui on échange au quotidien, qui nous suit au quotidien. Donc je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Je vous propose alors on va voir si on y arrive on va y répondre. Soit on y répond pendant la V11, soit on prendra le temps bien sûr à la fin de vous répondre. Je regarde juste. Ok, oui, ça c'est une question évidemment. Les 2 questions, je pense qu'on pourrait y répondre pendant la V11. Ça c'est évidemment une belle question. Pour quand est le lancement de la V11 ? Là, je pense que ça va faire sourire tout le monde, mais on va aussi en parler. Ne vous inquiétez pas. Même si vous allez un peu être déçus, pour l'instant, il n'y a pas de date officielle. Même nous, on préfère ça que d'annoncer des choses qui potentiellement ne pourraient pas être tenues. OK. On va continuer. Je vais vous repartager. Puis, on va avancer. Ça y est, on va parler de la V11. On est bien dans le timing. Je vous repartage notre présentation tout de suite. Hop. Nous voilà. Normalement, vous avez bien l'écran. Est-ce qu'on peut me le confirmer ? Oui, j'ai l'impression. C'est parfait. Je peux l'élargir un petit peu, je pense. Je peux l'élargir un petit peu. Je ne peux pas l'élargir un petit peu. Ouais, si je zoome, voilà. Non, je ne vais pas pouvoir le faire malheureusement. Mais écoutez, oui, c'est vous. Vous pouvez agrandir votre écran, votre fenêtre en haut à droite. Alors, tu as normalement l'onglet en haut à droite. Si tu l'agrandis, je pense que non, pas du tout. Très bien. Écoutez, oui, je suis désolé, elle ne peut pas être vraiment plus grande que ça. J'ai l'impression. On va essayer de faire comme ça. Vous pouvez éventuellement effectivement zoomer dans votre navigateur, mais je ne peux pas forcément l'agrandir. C'est pas bien grave. On avance. Je vais laisser là la parole de toute façon à Alexis et Benjamin. Alors, vous allez voir qu'on va d'abord parler des nouvelles fonctionnalités, on va parler de plein de choses. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout GLPI,
On va essayer d'être le plus exhaustif possible dans nos explications. Ne vous inquiétez surtout pas. On a derrière quand même prévu de vous recontacter pour reprendre des rendez-vous avec vous. Toute l'équipe commerciale, c'est à votre disposition pour vous réexpliquer les choses parce qu'on va aller un peu vite sur certaines thématiques parce que là, on va quand même parler de la version 10. On bascule en version 11. Donc, on va pas pouvoir vous expliquer absolument tout ce que fait GLPI. Ce n'est pas l'objectif du jour, mais voilà, si vous êtes un petit peu perdu, notez les questions. Alors, on pourra déjà y répondre évidemment là dans le chat, mais après, on pourra y répondre en second temps. Et à la fin, on vous présentera aussi l'arrivée de l'intelligence artificielle avec GLPI, dont avec la V11 et aussi ce qu'Eoris apporte là-dedans. Donc ça, c'est quand même un élément assez fort de l'arrivée de l'IA dans le monde de GLPI. Si tu veux, Benjamin, passer les slides quand même. Je ne sais pas comment vous voulez vous organiser. C'est Alexis qui va C'est Alexis commencer qui commence sur la configuration générale. Effectivement, c'est la partie Webbook API. Je te laisse la main. Eh bien, donc oui, pour commencer en fait finalement ce nouveau lot de fonctionnalités qui sont disponibles dans GLPI, sur la V11, on a la disponibilité des webbooks. Les webbooks, donc ça va parler plus à la partie, on va dire, technique, développeur de votre côté. Ça permet finalement directement que GLPI soit à l'initiative de modification sur votre SI. Typiquement, vous ajoutez un nouvel ordinateur, un nouvel élément au parc, et ben les webbooks, une fois configurés, ils vont pouvoir aller interroger un service externe de votre SI, que ce soit un service en SaaS, que ce soit un service interne via des requêtes web qui seront paramétrables, des requêtes web, des requêtes POST, tout type de requêtes, des typologies API avec le contenu que vous souhaitez propre à l'élément que vous venez de modifier pour informer votre système d'information des changements qui ont pu intervenir sur GLPI. Donc là, je parle d'un ordinateur, mais on pourrait imaginer même la modification d'un ordinateur qui aille se propager sur un autre élément, par exemple un outil de supervision que vous avez de votre côté. J'ai un ordinateur, ça peut être un serveur. Voilà, on peut imaginer plein de choses grâce à cette fonctionnalité-là. Donc voilà, ces webbooks vous permettent finalement simplement d'aller notifier des composants externes de modifications internes à GLPI sans avoir besoin d'aller interroger GLPI, interroger qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a été supprimé. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est initiative de GLPI. On déclenche une requête externe. Donc ça, c'est la partie… pour compléter, on a toute une notion d'historique des requêtes qui ont été effectuées. Donc dans cet onglet qu'on visualise ici, bon, il faut zoomer un petit peu pour le visualiser, mais vous voyez en fait la partie… c'est parfait ça. Cette query log, donc cet historique en fait, de toutes les requêtes qui ont été passées, donc l'item type concerné, donc par exemple là un ordinateur, donc l'exemple est le même, l'identifiant associé, l'URL qui a été ciblée et surtout son statut. Donc on peut permettre de rejouer des requêtes quand elles n'ont pas été reçues, donc à l'instar d'un système de file d'attente, à la RabbitMQ, ce genre de composantes. Bon là c'est pas ce qui est intégré, c'est un système interne à GLPI, mais du coup vous pouvez aller pousser à nouveau les informations si elles n'ont pas été. Donc, ça vous permet finalement d'avoir une certaine fiabilité sur ces webbooks, sur ces requêtes qui ont été effectuées. Voilà, il y a toute une autre partie de configuration. En fait, si on s'attarde un peu sur les onglets sur le côté, on a une partie filtre, une partie sécurité, une partie payload. Donc, ces parties-là, filtre vous permettra par exemple de cibler que les ordinateurs qui portent un nom donné ou qui viennent d'une entité donnée, par exemple. La partie sécurité, pareil, ça permet de dire, de filtrer en fonction de telle ou telle personne. Et la partie payload, c'est vraiment la partie donc charge utile en français qui vous permet en fait de cibler quel contenu on va aller envoyer dans la requête en question. Et la partie finalement custom header, c'est la partie authentification qu'on va pouvoir gérer sur les services externes. Voilà. Après visualisation, c'est pour visualiser le payload généré selon un exemple donné. Par exemple, on peut cibler un ordinateur et visualiser qu'est-ce que le système externe va recevoir. Donc voilà, donc c'est toute une brique complète qui a été intégrée et qui vous permet derrière, voilà, comme on disait, de notifier un composant externe d'une modification dans GLPI. Ensuite, on a la partie donc, sur les nouvelles API. Donc, si vous avez déjà exploité les API de GLPI, vous savez actuellement que vous avez une couche d'API qui est disponible, mais qui ne sont pas, on va dire, au format REST. Donc là, la nouveauté sur GLPI, c'est l'intégration d'une nouvelle couche d'API, cette fois-ci REST, avec un middleware entre les deux. Donc, il y a la vocation, cette couche d'API, à ne pas à rester figée entre versions mineures de GLPI.
C'est-à-dire que typiquement, entre version GLPI 11, GLPI 11.1, on s'attend à avoir une couche d'API qui reste sensiblement la même, ou en tout cas avec des modifications qui n'ont pas vocation à casser les autres couches. Donc, cette partie-là, en fait, de couche API vous permet de bénéficier donc de clients API autogénérés, puisque de bon, c'est compatible OpenAPI OpenAPI à la version 3. Voilà, donc il y a toute une nouvelle couche. Rassurez-vous, les API GLPI restent, les anciennes API restent disponibles et compatibles. Donc là-dessus, on ne casse pas le système existant, on rajoute simplement une nouvelle couche d'API, enfin une nouvelle couche, une couche d'API, on va dire, en parallèle de la première, et qui va évoluer de son côté en même temps. Je me permets juste de faire un tout petit arrêt là-dessus. Je veux juste regarder s'il y a potentiellement des questions qui seraient liées à ça. N'hésitez pas, on va peut-être faire ça par thématique éventuellement. S'il y a des questions, ça évitera peut-être qu'on revienne sur les sujets. Mais s'il y a des questions là sur la partie plus Webhook API et donc plus technique, vous pouvez les poser. Je vois que il y a Benjamin qui est en train de répondre en direct aussi, mais donc là c'était pour une partie plus fonctionnelle, donc ça peut être c'est intéressant. Mais n'hésitez pas, s'il y a des questions à les poser, posez bien dans l'onglet questions, parce que sinon on ne les voit pas dans l'onglet chat, il y aura trop de choses. Mais n'hésitez pas s'il y a ça. Donc là, il n'y en a pas potentiellement, mais voilà, on va pouvoir avancer sur toute la partie authentification. Donc Benjamin, je vais te laisser potentiellement la main. Du coup, GLPI ont intégré toutes des fonctionnalités au niveau utilisateur. Donc, on va commencer par un premier point qui va être la double authentification, qui va pouvoir être forcée si on passe à la page d'après. Merci Alexandre, où on va pouvoir forcer sur un profil ou sur un groupe la double authentification pour sécuriser un peu plus certains comptes, notamment par exemple des comptes administrateurs qu'on veut pas qu'on veut éviter l'usurpation d'identité sur certains profils pour faire des modifications qui ne seraient pas souhaitées, cette fois-ci, on peut forcer cette double authentification directement dans GLPI. Si on reste du coup sur la partie utilisateur, TechLib a intégré du coup la possibilité, la dernière option en bas, qui permet de retenir les anciens mots de passe. Donc si souvent dans des politiques de sécurité, on veut éviter que l'utilisateur remette des mots de passe précédents pour garder les mêmes si jamais ils ont été corrompus ou donnés dans des bases publiées sur Internet. Donc le but du jeu là, c'est de les garder. Bien entendu que ces fonctionnalités-là fonctionnent uniquement pour des comptes locaux. Ça ne fonctionnera pas pour tous les comptes qui sont synchronisés depuis des annuaires externes. Ensuite, on enchaîne également du coup sur toujours les comptes locaux. Quand vous avez du support, notamment pour des clients externes, parfois vous voulez envoyer un mail pour que votre client puisse réinitialiser ou initialiser son mot de passe. Avant, il fallait absolument du coup faire la demande depuis le portail. Aujourd'hui, côté administrateur, on aura la possibilité du coup d'envoyer directement cet email pour éviter une action côté client, par exemple. On enchaîne sur une fonctionnalité qui est très intéressante et qui était pas mal attendue, notamment sur l'absence d'utilisateurs dans une société. Dans le cas où on voudrait du coup déléguer nos autorisations pour suivre les tickets, souvent on n'avait pas de réponse sur certains tickets, par exemple, pendant 15 jours et parfois ils étaient fermés par les services en question. Et du coup, cette autorisation va permettre de déléguer pendant son absence le droit de se connecter pour une autre personne et du coup de pouvoir suivre ses tickets ou faire les actions de sa part. On va passer ensuite sur la partie notification. Si vous le savez aujourd'hui, GLPI propose du coup des événements sur lesquels on a la possibilité d'avoir des notifications. Donc par exemple sur la partie ticket, quand on va créer un nouveau ticket, il y a un événement qui est déclenché qui va permettre du coup d'envoyer une notification à différents destinataires. Et il y a une notification du coup qui a été ajoutée qui permet du coup de rappeler de manière fréquente les demandes de validation qui sont présentes sur des tickets ou sur des changements qui n'étaient pas présents du coup sur la version 10. En continuant sur ces notifications, avant on avait uniquement la possibilité de configurer des destinataires, c'est le premier champ qu'on voit où là on a la partie administrateur, demandeur et observateur. Mais parfois ça notifiait trop de monde et on n'avait pas la possibilité d'avoir une granularité plus fine. Donc là, on va pouvoir du coup exclure du coup des groupes ou des utilisateurs
qui correspondent du coup au filtre des destinataires, ce qui permettront d'avoir un petit peu moins de spam pour éviter d'avoir les fameuses règles qui permettent de trier automatiquement les tickets dans des dossiers sans forcément les lire. Je me permets juste de faire une petite interruption. Je vois qu'il y a une question liée à la Haute-Tente sur le SSO. Ouais. Est-ce que vous pouvez préciser un peu la question sur la partie quid du SSO sur laquelle, sur quelle brique, je suis pas sûr de comprendre. Ouais. C'est par rapport à la double authentification ou c'est par rapport à… Oui, je ne sais pas si effectivement, M. Lecaillé, vous pouvez préciser un petit peu la question, sachant que on peut peut-être parler du SSO lié à GLPI, mais je pense qu'en plus, on se connaît déjà. Donc, en fait, la double authentification qui a été activée dans GLPI, elle va être palliée surtout pour des comptes plutôt locaux, parce qu'aujourd'hui, si on connecte par exemple du SSO haute sur un Azure AD ou sur un Office 365 ou autre, on aura déjà la possibilité d'avoir la double authentification qui est liée à Microsoft, et du coup, la double authentification de GLPI n'aura pas d'intérêt d'être mis en place. C'est plutôt si on a des comptes locaux. Où là, il y a un intérêt d'activer cette double authentification. Le but du jeu, c'est pas de rajouter des doubles authentifications en surcouche à chaque fois, d'avoir une sur Microsoft et une seconde sur GLPI. Je vois qu'il y a des questions. Ok, c'était bien ma question. Ok, je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que c'est une question qui est en lien avec ce qu'on a entendu? Est-ce qu'on pourra exclure des types de demandes, par exemple, phone, mail, direct? Pour la partie notification, oui, mais on en passe juste après, justement, si on passe à la slide suivante, on va pouvoir avoir des filtres sur les notifications. Donc avant, c'était un événement. Donc par exemple, la création d'un ticket allait permettre l'envoi d'une notification, et du coup, du moment que le ticket était créé, que ce soit un incident, une demande, quelle que soit la priorité, c'était toujours la même notification qui était émise avec toujours les mêmes destinataires. Aujourd'hui, il y a une notion de filtre qui est rajoutée où là, on va pouvoir dire, si c'est un incident et que l'incident il est majeur, dans ces cas-là, on va plutôt envoyer cette notification que la précédente, et du coup, on peut rajouter des destinataires, excusez-moi, ou alors on peut très bien créer une notification qui va être dédiée à des responsables ou à des managers pour dire justement l'incident il est majeur, j'aimerais notifier des N+1 ou des N+2 qu'il y a un incident qui est créé parce que ça devient une procédure particulière, notamment par exemple dans le cas des incidents majeurs, où normalement on sort d'un process classique de traitement au niveau utile, où on rentre un peu dans une cellule de crise avec des actions supplémentaires à réaliser, et ce type de filtres permettront de mettre en place ces notifications-là. J'espère avoir répondu à votre question, Théo. Ok, avançons, on verra si effectivement on a une suite à ça. On va parler du coup de la configuration LDAP désormais. Effectivement, il y avait un plugin qui avait été sorti sur la version 10 qui s'appelait LDAP Tools, qui nous permettait notamment, plutôt pour un côté sysadmin, quand vous faites de l'intégration de Premine ou sur le cloud, de connecter votre LDAP, mais quand ça fonctionnait pas, les messages d'erreur étaient assez limités. Le plugin permettait du coup d'avoir différentes étapes. Est-ce que le port répond correctement? Est-ce que la base DN est bonne? Est-ce que l'URI est correctement faite? Est-ce que la connexion avec le mot de passe fonctionne correctement? Du coup, de cette manière-là, on peut analyser plus rapidement pourquoi la configuration qui a été mise en place ne fonctionne pas. Donc, le plugin a été supprimé pour être intégré de manière complètement native sur GLPI, et on voit que ça fonctionne également pour la partie réplication du LDAP, et également pour la partie MySQL, où on voit que le statut du service. On passe ensuite sur la partie collecteur de mail, où on a une petite fonctionnalité qui va être assez pratique. Avant, on avait uniquement la possibilité d'ajouter uniquement les personnes qui étaient dans la balise tout sur les mails, de les ajouter tous en observateur. Et du coup, là, on voit tout en bas à droite, ce qui est entouré de rouge, qui nous permet du coup d'ajouter tous les personnes qui sont dans la balise tout en tant que demandeurs sur un ticket. Je fais juste un petit aparté. On n'a pas oublié la question sur les CVE, mais je crois qu'on va l'aborder après sur la partie PNTest. Voilà, c'est pour ça que on nous a pas oublié. Il y a une autre question aussi plus générique sur GLPI, il me semble. On peut peut-être y répondre. On va faire une tout petit arrêt comme ça. On laisse pas les questions en suspens. Quelle est la proportion des usagers qui utilisent GLPI pour le ticketing, de ceux qui l'utilisent pour la gestion de parc et ceux qui l'utilisent pour les deux? Alors c'est une très bonne question. En fait, c'est assez équivalent, je dirais. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que
on a quand même un penchant pour l'utilisation ticketing qui est assez prédominant parce que nous, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de projets qui viennent à GLPI pour ça. En réalité, ce dont nos clients se rendent compte quand ils arrivent, qui rentrent avec le ticketing, c'est que GLPI fait très très bien la gestion de parc. Alors très très bien dans son scope à lui. Hein. Il y a quand même certaines fonctionnalités. C'est pas un outil de supervision, par exemple. Je vous prends cet exemple parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. C'est très bien, moi je veux superviser mes serveurs, etc. C'est pas un outil de supervision, c'est un outil de gestion de parc. C'est une CMDB. On va pouvoir quand même avoir une visu sur l'intégralité de notre parc, faire de la remontée automatique, gérer mes remontées. On a quand même une analyse de l'impact, on a quand même pas mal de choses et on pourra, alors ce ne sera pas vraiment dans le détail aujourd'hui, même si on va aborder la gestion de parc avec des choses assez précises, des évolutions de la V11 versus la V10. Mais du coup, Karl, pour vous répondre, c'est compliqué d'avoir une stat extrêmement précise, mais j'ai tendance à dire que d'abord, on rentre dans le ticketing et après, on se rend compte que la gestion de parc peut être efficiente. Donc, elle finit par utiliser. Mais souvent, dans les structures avec lesquelles on travaille, ce sont quand même des structures qui ont des services bien distincts qui s'occupent de ces deux parties, puisque dans l'un, c'est-à-dire sur l'une des fonctionnalités, c'est-à-dire la partie ticketing, eh bien, en fait, on va adresser les services et les utilisateurs finaux, que ce soit des clients externes ou des utilisateurs internes ou les deux, alors que la gestion de parc, on adresse quand même exclusivement la DSI. Donc, c'est quand même des populations très différentes. Donc, c'est presque des métiers différents, je dirais. Et on a la chance que GLPI savent faire les deux. Voilà. Mais souvent, on intègre une version au moins minimaliste de la gestion de parc parce que du coup, l'agent GLPI aujourd'hui se déploie d'une manière très très simple. Et du coup, on va pas forcément faire une gestion de parc avancée sur un premier temps, mais plutôt déjà avoir un inventaire complet du parc pour faire au moins une première liaison sur les incidents et demandes et le matériel qui peut être impacté pour avoir quelques stats. Et puis après, selon le degré de maturité de chaque entreprise, on va aller plus ou moins loin dans cette gestion de parc en question. Ouais. Et d'ailleurs, tu as raison, c'est très important de préciser. Merci Alexis, complète nos questions à l'oral en vous répondant à l'écrit pour ceux qui arrivent ou qui lisent les questions en même temps. Donc ça, on va essayer d'être le plus réactif possible. Mais effectivement, la grande force de l'outil, c'est de pouvoir avoir des liens entre notre gestion de ticketing et notre gestion de parc. Je vais pas paraphraser Benjamin, mais c'est vrai que c'est le gros avantage de l'outil. Je vais répondre aussi à une question, ça on fait une toute petite pause sur la présentation de la V11, qui est effectivement la sortie, la date de sortie. Tout à l'heure on en a rigolé, Alexis a déjà répondu. Effectivement, on est plutôt sur deuxième semestre. Donc pour vous expliquer pourquoi, aujourd'hui, et pour vous expliquer les avancements, on est en alpha, je crois, on est toujours en alpha, si je ne dis pas de bêtises. Oui, les en gars. alpha 2. Alpha 2. Okay. Donc on est sur la deuxième phase de l'alpha, donc nous on est évidemment tributaire de ça. On attend, comme vous, mais on est aussi acteur des tests qui sont effectués. Alors, on n'est pas les seuls. Vous pouvez d'ailleurs tester de votre côté si vous en avez envie pour participer aux remontées de bugs et pouvoir faire avancer. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été vues, revues et qui permettent de corriger certains bugs, notamment, donc, Eoris travaille tous les jours. On a une équipe, une partie de notre équipe qui est dédiée à ça, qui fait ça en parallèle, qui n'est pas dédiée à 100%, mais qui fait ça en parallèle chez nous, qui teste et qui fait des remontées à TechLib tous les jours. Donc, on est en test depuis, je ne sais pas, quelques mois maintenant. Oui, depuis début novembre. Début novembre, merci, pour être tout à fait précis. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à dire pour l'instant qu'on estime, au vu des avancées, qu'on serait plutôt sur le deuxième semestre 2025. Mais s'il vous plaît, ne nous attardons pas sur la date. Nous aussi, on l'attend comme vous. On aurait envie de vous l'annoncer pour vous dire, vous allez voir, 1er septembre, ça sort. Mais on n'a pas, et c'est la politique de communication de TechLib, et c'est la même chez nous. On ne peut pas faire des effets d'annonce, on ne peut pas les respecter, parce qu'il n'y a rien de plus déceptif que ça. Donc, on va attendre. Vous serez les premiers informés, évidemment. Vous allez voir, on va communiquer beaucoup dessus. TechLib va communiquer beaucoup dessus. Donc, si on travaille ensemble, vous serez forcément informés. Et si on ne travaille pas encore ensemble, si on n'a pas cette chance, eh bien, on verra ça par la suite, mais vous verrez. C'est pour ça que je vais parler après de nos réseaux sociaux, etc. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je vois si on peut y répondre. Je vois que Benjamin a déjà répondu. La partie de la mise à jour de l'agent GLPI, c'est quelque chose qui est énormément demandé par beaucoup de clients. On est en échange avec TechLib sur le sujet, mais pour l'instant, on n'a pas de fonctionnalité qui est prévue pour la mise à jour automatique des agents. Voilà, sur la partie cycle de vie, je trouve que ça a été répondu aussi à l'écrit. Oui. Je ne sais pas si vous avez besoin de préciser, mais je pense que globalement, de toute façon, effectivement, toute la gestion des statuts et des cycles de vie dans le GLPI, elle est entièrement gérable.
et administrable d'ailleurs, et customisable même si je vais un petit peu plus loin sur cette partie-là. Voilà. On a fait le tour des questions, je crois qu'on est à jour, on va pouvoir continuer. Parfait. Ah, moi je dis ça, il y en a une qui arrive, mais très bien. Intéressant, migration d'un GLPI 10 avec plusieurs plugins actifs vers un GLPI 11 sans tout casser. C'était une vraie bonne question, Lilian. On peut l'évoquer maintenant, de toute façon on allait forcément y venir. Oui, c'est effectivement la suite de la présentation, je vous laisse peut-être non, alors, on va dire que dans le périmètre, on va dire sur la partie plugin actif, il faudrait étudier ensemble les plugins en question. Mais on va dire que dans le spectre des plugins supportés par TechLib, oui, sans spoiler, oui, on peut complètement assurer une montée de version GLPI V10 vers la V11 sans tout casser. Si on a des plugins plus spécifiques ou plus ou qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, on étudiera le sujet ensemble, mais techniquement, rien n'est jamais impossible là-dessus. On peut toujours trouver une solution. Et ensuite, bon, il y a la suite. Je vois la question du coup qui vient d'arriver sur la migration des formulaires. Évidemment, ça on va y venir, puisqu'on va parler évidemment de l'intégration, pour pas trop spoiler, de form creator au sein de GLPI, mais c'est, vous avez raison Damien, c'est la grosse question. On va en discuter. Je vais corroborer ce que dit Alexis en disant que simplement, c'est aussi pour ça qu'on ne s'engage pas sur une date de sortie, au-delà des fonctionnalités qu'on est en train de vous présenter. Il y en a qui fonctionnent déjà, évidemment. Mais nous, on veut absolument s'assurer, alors nous et TechLib, on veut absolument s'assurer que les migrations se passent sans accroc, que ça ne vous coûte pas extrêmement cher, ou pour ceux qui la font en autonomie, que ça ne vous prenne pas trop de temps, donc ça ne vous coûte pas extrêmement cher non plus, et qu'on ne se retrouve pas avec un outil bancal. D'ailleurs, la V9 vers la V10, c'était très bien passé. Il y avait des gros changements aussi. Donc là, les changements sont quand même importants sur certains aspects, mais il n'y a pas toute une refonte quand même. Il y avait une grosse refonte de framework carrément sur le framework web de la V9 à la V10, donc il y avait quand même des changements assez importants. Donc, migration des formulaires, je la mets juste en suspens, on va y arriver. Je ne sais pas si on peut répondre à Jean-Philippe potentiellement, et après on avance, on reviendra sur d'autres questions si on a qui arrivent en même temps. Dans la gestion de parc, à quand l'intégration de la gestion des cloud providers? Est-ce que ça, on sait y répondre? Ça dépend de ce qu'on attend par cette gestion-là, parce que du coup, sur ce qui est fourni en cloud, si c'est du IaaS ou quoi, on a la possibilité d'installer l'agent GLPI sur certaines instances ou sur certains hyperviseurs. Donc, on peut déjà remonter des informations ou uniquement des applications en les gérant manuellement dans GLPI. Voilà, je refais quand même encore un tour, parce que je vois que cette question a été pas mal plébiscitée sur de la V10 vers la V11. Alexis vient d'y répondre à l'écrit, mais je vais encore aller un petit peu plus loin. Je parlais donc du coup là de form creator notamment, mais de manière générale, les plugins, on n'en a pas peut-être assez parlé, mais quand on parle de plugins maintenus par l'éditeur, ils sont maintenus dans le cadre de la souscription GLPI Network, qui est une souscription maintenant totalement indispensable pour travailler dans un monde professionnel autour de GLPI. On parle quand même d'une presque vingtaine de plugins, donc c'est quand même beaucoup de plugins. Alexis l'a précisé, nous on a ce volet-là. On développe aussi des plugins qu'on fait maintenir par TechLib. On ne développe pas des choses de notre côté en disant, et vous verrez qu'on va parler d'IA, donc on va en discuter. On ne développe pas des choses de notre côté en disant oui, mais c'est fait ça sur un coin de table de notre côté et puis on ne le maintient pas. Non, nous on n'est pas le premier partenaire pour rien. On le fait aussi maintenir par l'éditeur, on fait du code review. On a un vrai travail de main dans la main et de collaboration avec l'éditeur et avec les équipes d'Alexandre Delaunay, les équipes dev côté TechLib. Donc, on s'en assure, mais du coup, évidemment que logiquement, si vous êtes dans un cadre assez standard, les migrations devront se passer sans problème. On va avancer, on reviendra sur les questions. Je vois Alice et Youssef vous poser des questions. Je me permets d'avancer un petit peu, histoire qu'on soit bien dans les temps, mais vous inquiétez pas. Alors, soit on peut y répondre à l'écrit, peut-être potentiellement, pendant qu'on continue notre présentation, parce que je vois qu'il y a l'histoire des rapports, enfin des PV, etc. C'est en plus des thématiques qu'on connaît, mais voilà, je pense que c'est mieux qu'on continue à répondre et on reviendra dessus à l'oral si les réponses sont pas assez claires à l'écrit. Donc, Benjamin, je pense que je vais te laisser continuer. Alors, attends. Donc ça, c'est une notion qu'on a expliquée. Voilà, on était sur les règles métiers. Vas-y, je te laisse continuer, pardon. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Les règles métiers, aujourd'hui, il n'y en avait pas du coup dans la version 10 concernant tout ce qui était changement et problème. Donc, c'était compliqué de mettre en place des processus comme on pouvait le faire sur la gestion des incidents et des demandes. Ces règles métiers-là ont tout simplement été ajoutées. Donc, l'entièreté des actions qu'on avait la possibilité de faire sur les tickets, on a exactement la même possibilité sur la partie changement et problème, ce qui va nous permettre d'intégrer complètement les processus utiles dans GLPI sur ces deux items.
Après, on va passer sur une partie d'inventaire. Donc, l'agent GLPI a été modifié pour récupérer un petit peu plus de données, donc notamment tout ce qui va être variable d'environnement qui est configuré sur les clients, ce qui va permettre notamment quand parfois on a des outils un petit peu spécifiques où il y a des variables d'environnement qui sont ajoutées, de pouvoir faire des contrôles justement sur la configuration qui est appliquée et également sur les processus qui sont en cours sur la machine. Attention, les processus qui sont listés en cours et la charge, c'est bien entendu la charge à l'instant T où l'agent va remonter l'information, mais c'est pas une supervision comme l'évoquait Alexandre, c'est une information qui est statique, mais qui permettent quand même de savoir les processus qui sont lancés sur la machine et de faire un petit état des lieux quand même en cas de besoin sur la gestion des incidents, par exemple, si on a lié un item à un incident. On continue toujours sur la partie inventaire. Il y a une notion qui va être très pratique, où du coup maintenant dans la partie groupe responsable, on a la possibilité d'avoir un ou plusieurs groupes de présents. Et notamment à ça, il y a un droit qui a été ajouté, du coup, de mettre à jour uniquement les matériels qui soient associés à mes groupes responsables, ce qui va permettre de faire de la délégation de l'inventaire sans forcément devoir rentrer dans la gestion des entités, qui est un petit peu un point compliqué, complexe à mettre en place. Et donc, pour éviter parfois cette mise en place d'entités, si on veut uniquement faire la délégation de gestion d'inventaire à certains groupes, ben, on aura la possibilité de le faire, ce qui sera très pratique. Ouais, je reviens juste, on refait une petite pause, il y a pas mal de questions. Je vois sur la partie planning, j'ai vu passer une question, il faut qu'Alexis vienne y répondre. L'intégration du planning GP avec une app de messagerie type Outlook est-elle prévue? En fait, la réponse, je vais la compléter un petit peu. Elle est pas intégrée, je pense, comme vous l'attendez potentiellement, Lucas. Par contre, on a une lecture quand même côté Outlook qui est envisageable. C'est-à-dire que on a la possibilité de pousser le planning GLPI d'un technicien, typiquement, en lecture seule. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'Alexis répond que l'intégration n'existe pas encore, parce que l'intégration complète bilatérale n'existe pas. Par contre, l'intégration à sens unique de dire que le planning du technicien potentiellement est poussé côté Outlook et vous voyez le planning du coup sur l'outil de messagerie s'afficher, ça existe. Voilà. Donc je sais pas parce que je sais pas quelle était votre question, si c'était du coup une intégration complète qui était envisagée ou pas. Donc Alexis a répondu en ce sens. Je regarde juste s'il y avait d'autres. Il y a d'autres questions, mais Alexis continue à répondre en même temps. Mais on va continuer. Merci Alexis en tout cas pour ta réactivité. Hop. Si on passe à la suite, du coup, le TechLib ont développé un serveur hôte directement dans GLPI. Celui-ci a deux objectifs. Le premier, ça va être de sécuriser toutes les remontées d'inventaire, du coup, justement, en fournissant un jeton aux agents pour restreindre la possibilité de qui peut remonter des postes sur un serveur précis, et également de fonctionner avec la partie API qu'on a vue tout à l'heure, pour du coup créer des jetons qui pourront être utilisés uniquement dans un scope limité, parce que du coup sur ces utilisateurs-là, il y a la partie grant qu'on retrouve en haut à droite qui va nous permettre du coup de limiter les actions possibles de l'utilisateur qui sera connecté, et du coup un peu comme la notion des profils, d'éviter qu'un utilisateur puisse faire n'importe quelle modification dans GLPI. Également, toujours sur la partie inventaire, il y a la présentation des switches qui a complètement été modifiée et revue pour être bien plus ergonomique qu'elle l'était, tout simplement. On va passer maintenant du coup à une grande partie, c'est l'intégration de deux plugins qui étaient beaucoup utilisés. La gestion de parc était principalement dédiée à de l'informatique, parce que GLPI, les acronymes, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Le but du jeu, du coup, c'est qu'il y avait deux plugins qui avaient été créés. Le premier qui s'appelait Generic Object, qui permet de créer des objets supplémentaires dans le parc. Donc, si on avait une société qui voulait faire de l'inventaire de voitures qu'ils avaient dans leur parc, il fallait du coup installer le plugin pour du coup pouvoir créer cet objet et du coup créer des champs supplémentaires en faisant un petit peu de code en PHP pour ajouter des champs sur cet objet-là. Et là, du coup, le Generic Object a été complètement intégré dans GLPI, où du coup, maintenant, on peut créer des objets supplémentaires uniquement via l'interface de GLPI.
Et du coup, une fois que l'objet est créé, on va avoir du coup, si on passe à la slide suivante, dans l'onglet capacité, avoir la possibilité du coup de faire en sorte que les fonctionnalités qui sont natives à GLPI, comme la partie de gestion des contrats, des certificats, des baies, de pouvoir activer chaque fonctionnalité qui sont présentes dans GLPI pour les associer à cet item qu'on a créé. Et on va même aller encore un petit peu plus loin, parce que si on passe à l'onglet d'après, avec la partie Fields, là, on voit qu'on va pouvoir vraiment créer tous les champs supplémentaires qu'on veut directement dans l'interface, mais on va également pouvoir faire du drag and drop sur chaque champ pour les placer où on veut dans l'interface. Avant, GLPI proposait uniquement d'ajouter les champs les uns à la suite des autres en bas de l'interface, alors que demain, on pourra vraiment, si on veut prendre le commentaire et le remonter tout en haut, on pourra le sélectionner, le remonter, ou on pourra également supprimer certains champs avec la petite croix si on veut finalement que ce champ ne soit pas présent. Je fais un arrêt là-dessus parce que c'est une fonctionnalité qui en fait va en amener d'autres. On va le voir aussi sur la partie formulaire. C'est quand même une avancée sur l'ergonomie, sur la partie administration de GLPI. Parce que pour ceux qui connaissent GLPI depuis longtemps et qui ont vu l'arrivée de la V10, donc de la V9 à la V10, on avait un changement de l'ergonomie utilisateur. On va y venir parce qu'il y a encore des avancées qui arrivent aussi. Mais il y avait quand même encore des lacunes et des défauts sur l'ergonomie de l'administration pure. Là, on parle de Fields, on parle de Generic Object, qui sont quand même des plugins qui étaient extrêmement utilisés, mais qui en fait, on se disait, mais pourquoi ce sont encore des plugins? Ça, il faut juste savoir qu'on avait une dette technique encore des années et des années et des années de contribution open source au sens assez large. Donc, c'est toujours open source, ce sera toujours GLPI. J'anticipe potentiellement une peur ou une question, mais il faut savoir quand même que on en parlait tout à l'heure avec Loïc, on se professionnalise, l'outil se professionnalise. Donc, l'idée, c'est que toutes ces grosses fonctionnalités qui sont plébiscitées, qui sont surutilisées, comme Form Creator avec la partie création des formulaires, pour ceux qui ne la connaissent pas, eh bien, il est évident qu'au bout d'un moment, ça doit être intégré dans le cœur de GLPI, déjà pour aussi des raisons de gestion de la maintenance en conditions opérationnelles de l'outil et de l'évolutivité, mais également aussi pour des raisons de fonctionnalité. L'idée, c'est de refaire de zéro certaines choses pour ensuite qu'elles puissent suivre les tendances, je dirais, de l'ergonomie, de l'UX, de l'UI, et des fonctionnalités de manière générale de manière un peu plus simple et plus dynamique dans le temps. Voilà. Donc, ça fait un peu référence à ça quand même. Ça prend du temps. Il faut être aussi un petit peu patient avec tout ça. Nous, on est les premiers impatients, mais il faut qu'on soit compréhensif avec les équipes de TechLib qui, quand il faut réintégrer plusieurs plugins à l'autre plugin pour en faire en fait finalement une fonctionnalité dans le cœur de GLPI d'un outil qui a 20 ans et qui donc a aussi, et comme tous les outils qui ont 20 ans, des dettes techniques assez importantes dans certains secteurs de leur fonctionnalité. C'est pas si simple. En revanche, on voit quand même l'évolution et la volonté avec une roadmap claire et très dynamique de l'éditeur depuis quand même maintenant 11 ans, pratiquement, enfin plus de 10 ans en tout cas, sur ces envies-là. Voilà. Et d'ailleurs, on passe notamment à l'interface demandeur. Exactement. Il y avait juste une petite question sur la partie interopérabilité avec Microsoft Intune qu'Alexis a parfaitement répondu. Effectivement, on n'a pas d'interconnexion qui est possible. Par contre, Intune remplace la partie déploiement de l'agent par GPO. Donc, si on veut remonter un inventaire, on a la possibilité du coup de déployer l'agent GLPI à travers Intune. Et du coup, on ne va pas collecter directement les informations qui sont présentes dans Intune, mais on va plutôt du coup aller pousser l'agent pour que l'agent remonte directement les informations dans GLPI. Ouais, on fait on a directement. Oui, parce que Intune remplace un peu la notion de GPO qu'on utilisait pour déployer les agents GLPI sur des environnements locaux quand on passe plutôt sur du cloud. Du coup, Intune remplace complètement cette fonctionnalité de Microsoft. Effectivement, avant de passer sur l'interface demandeur, on peut se faire. Merci Alexis, tu as répondu à presque toutes les questions. Mais non, mais c'est top, ça crée une vraie interactivité. Je vois juste s'il y a besoin de repréciser. J'en ai vu une passer sur la partie gestion des commandes. Donc avec le plugin Order, effectivement, Alexis a répondu. Alors là, on ne pourrait pas faire une description complète de ce plugin-là. Il faudrait prévoir un point dédié à ça. Mais effectivement, alors. Il y a aussi quelque chose d'important. On a la chance d'être dans le monde de l'open source et on a la chance, nous, chez Euris, d'avoir une équipe de développeurs, pilotée d'ailleurs par Alexis ici présent, où on développe des plugins, je le disais tout à l'heure, pour GLPI. Donc, s'il y a des choses qu'on sait faire, mais on a besoin d'aller plus loin, on a développé des dizaines de plugins des plugins spécifiques pour des clients et des plugins qu'après, on peut aussi mettre à disposition de tout le monde, en fait, de tous nos clients. Donc, c'est des choses qu'on sait faire et on a une vision très claire
la faisabilité de certaines choses. Après, quand ça sort trop du scope de GLPI, bah là, on le refuse. On nous a déjà demandé de gérer, par exemple, toute une gestion commerciale avec GLPI, devis, CRM, etc. Bon, bah, ça, c'est des choses, on pourrait le faire, hein, mais ce serait déjà un développement beaucoup trop important et ça n'a pas de cohérence avec l'outil. Parce que je vous le disais, l'idée, c'est que l'éditeur ait une vision sur ce qu'on fait pour qu'ils puissent après potentiellement l'intégrer eux-mêmes dans le code aussi de GLPI dans les années futures. Voilà, mais ça, on va en reparler. Donc, je crois qu'on a fait le tour des questions. S'il y a des gens pour qui ce n'était pas assez précis, n'hésitez pas à poser une nouvelle question et à repréciser votre question ou à rebondir sur les réponses qu'on vous a apportées. Avant de te laisser la main, Benjamin, sur l'interface demandeur, je vais préciser quelque chose parce que lors de notre événement Iris in Paris, on ne l'a pas explicitement expliqué, je dirais, parce que forcément, la plupart des gens nous connaissaient. Je vais quand même mentionner ça avant de parler de l'arrivée de la V11 et des nouveautés qui arrivent avec cette interface demandeur. L'interface demandeur avec GLPI, c'est un vrai gros sujet. C'était parfois un sujet un petit peu presque tabou il y a quelques années, parce que GLPI, ça a toujours été un outil extrêmement puissant, mais on ne va pas se le cacher, pendant des années, ce n'était pas très beau, pas très sexy, de manière un peu plus vulgaire, pour les utilisateurs, je parle. Parce que nous, en tant que, finalement, côté DSI, ayant des appétences tous pour des outils IT, bah, finalement, on s'en fiche un petit peu que ce soit des beaux outils ergonomiques. Ce qu'on veut, c'est que ça fonctionne, voilà, que ce soit stable et qu'on sache, une fois qu'on sait où sont nos menus, on a l'habitude. En revanche, quand on parle, et là, c'est pour ça qu'on utilise bien l'interface demandeur, donc les demandeurs, ceux qui vont ouvrir des tickets, créer des incidents, déclarer des incidents ou créer une demande, ou même suivre l'état de leur ticket en cours, bah là, par contre, ça pose un problème peut-être un peu plus important. Donc, nous, quand on a fondé Eoris d'ailleurs, on s'est dit, bah, ça, c'est notre premier cheval de bataille, se situe ici, c'est de dire que GLPI, on veut dépoussiérer un petit peu l'image qu'avait GLPI, dire, bah, attendez, on va rendre l'interface un peu plus intéressante et on va créer une nouvelle interface demandeur qu'on va faire valider par l'éditeur, toujours, hein, je le rappelle, hein, pour que vraiment on ait des utilisateurs et on ait des clients qui puissent proposer à leurs utilisateurs justement cette ergonomie nécessaire, parce qu'on va même plus loin, c'est pas qu'une histoire d'esthétisme. L'esthétisme finalement d'une application IT va nous servir à aider finalement et favoriser la bonne conduite finalement, le bon cheminement de l'utilisateur. Et c'est exactement en ce sens qu'il y a 6 ans, on a décidé de créer un plugin qui s'appelle User Portal, et donc User Portal développé par Eoris, et qui permet, on va le voir tout à l'heure, puisqu'on va vous parler d'IA, et vous allez voir qu'on a intégré l'IA en plus dans ce User Portal, et ce User Portal évolue en 2025 aussi, mais GLPI 11 arrive aussi avec son lot finalement de nouvelles fonctionnalités. Vous verrez que c'est complètement compatible, hein. On ne se marche pas dessus avec l'éditeur, c'est évident. Mais on a en fait cette appétence-là depuis quelques années, enfin depuis le début, en se disant bah, il faut absolument que l'utilisateur ait une vision assez claire. Donc, on a développé une interface demandeur qui est donc plus intéressante que ce que proposait GLPI de base, évidemment, et qui va donc être personnalisable, tant en termes de couleur, d'ergonomie, donc je le disais, en termes de les boutons qui vont s'afficher, on va pouvoir leur donner des noms différents, des couleurs différentes, des fonctions différentes. Et on va donc permettre, finalement, si je fais un raccourci très rapide, parce que sinon ce serait très long d'en parler, en fait, de diminuer votre backlog, en fait. Parce que forcément, si votre utilisateur il est bien cerné, bien accompagné, il a un vrai catalogue de services devant lui, il va donc sur le bon formulaire, il déclare bien son ticket, et forcément, entre un utilisateur qui est bien guidé sur une interface graphique bien faite et un utilisateur qu'on voit juste un mail en disant ça ne fonctionne pas, on ne sait pas de quoi il parle, évidemment, tout le monde gagne du temps à la fin. Donc, même en termes de KPI, en fait, on s'y retrouve et tout le monde est content dans une structure, que ce soit qu'on s'adresse à nos clients finaux ou à nos utilisateurs. Je faisais juste cette introduction pour l'interface demandeur parce que c'est quand même quelque chose qui est présent chez Eoris depuis toujours. Et donc, on y vient. TechLib le sait depuis toujours aussi, voit notre interface depuis toujours et a toujours voulu intégrer, dans tous les cas, même avant qu'on existe, une nouvelle interface demandeur. Et c'est ce qu'on va vous montrer. Alors, ce sont que des maquettes pour l'instant. Et nous, vous allez voir qu'on a aussi, on vient ajouter aussi un plus sur cette nouvelle interface demandeur. Hop, donc je vous la diffuse et puis Benjamin, je peux te laisser la main. Je ne sais pas qui va en parler ou même Alexis. Si vous voulez décrire potentiellement ce qu'on va y voir, ce qu'on va y faire plus tard. Rapidement, du coup, dans le header, on a la possibilité d'avoir la barre de recherche qui va permettre de faire des recherches un petit peu où on veut.
sur GLPI. Ensuite, on va retrouver des gros boutons qui vont permettre justement de soit parcourir des articles de la base de connaissances, pouvoir déclarer un incident, pouvoir accéder à un catalogue de services, pouvoir faire une réservation de matériel, à la possibilité de suivre les requêtes qui sont en cours d'approbation de votre part, et pour finir, une consultation de flux RSS. Et juste en dessous, on va avoir un accès rapide sur tous les tickets qui sont en cours, et on aura un second onglet, et du coup, avec tous les tickets qui ont été résolus. Et après, si on va avoir plus de détails, on a bien entendu le bouton Mes tickets qui permettra d'aller voir la liste de tous les tickets que vous aurez créés. Donc, comme vous le voyez là, c'est ce qu'on vous disait, on est sur la simplification de l'interface. Ne vous attardez pas sur… En fait, il faut comprendre simplement que là, c'est la tendance, c'est l'objectif. Maintenant, est-ce que ça va ressembler à ça? Pas du tout. On vous le dit, ça nous a été confirmé par Alexandre Delaunay et ses équipes. Donc, ça ne va pas ressembler à ça. On est sur de la maquette. C'est juste pour vous donner un aperçu de la volonté ergonomique qu'il y a derrière du parcours utilisateur. Voilà. C'est un peu la volonté. Et on participe aussi à ça puisque… On y reviendra, mais on a aussi des avancées sur ce sujet. Je te laisse continuer. Mais… Bien sûr, si après, si tu veux en parler, n'hésite pas. On a du coup, là, quand on clique sur le bouton catalogue de services, on accède à une page qui n'est pas encore définitive, mais qui permet de consulter l'ensemble des formulaires de votre catalogue de services avec une petite barre de recherche qu'on retrouve en haut à droite, qui permettra du coup de trouver un formulaire un petit peu plus rapidement. Et après, on va passer ensuite du coup un petit peu à la côté administration des formulaires, où du coup là, l'interface a complètement changé pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus au goût du jour et facile d'utilisation, pour du coup justement créer les différentes questions que vous voulez, les rendre obligatoires, avoir des listes, poser des questions au niveau des catégories, pouvoir rendre actif ou non le catalogue de services. Et si on passe à la slide d'après, on va retrouver du coup les accès à ce formulaire-là qu'on peut bien entendu limiter. Si jamais vous créez un formulaire dédié à l'arrivée de nouveaux arrivants dans votre société, parfois vous voulez le limiter à votre partie RH, du coup là on pourrait limiter l'accès à ce formulaire à votre groupe des ressources humaines. Ou bien laisser le formulaire accès direct avec un lien qui est généré avec un token, tout simplement. Et c'est bon. Ouais, j'avais juste un truc à préciser là-dessus, pardon. Vous l'avez vu, pour ceux qui connaissent déjà Form Creator, la gestion de vos sections, de vos questions, etc., elle ne ressemble pas tout à fait à ça, voire pas du tout, parce que ça a été, Benjamin l'a un petit peu dit, bien sûr, mais je vais le repréciser. On parle toujours de l'ergonomie d'administration, c'est là où aussi TechLeap fait une grosse passe dessus, en disant c'est quand même un peu archaïque aujourd'hui pour… En fait, quand on sait faire, créer un formulaire, c'est facile, mais bon, les boutons sont un petit peu vieillots, etc. Ça, ce n'était pas de la faute de TechLeap, c'est le plugin qui a été fait comme ça. Aujourd'hui, ce plugin est maintenu, il fonctionne extrêmement bien. Tous nos clients sont intégrés avec ce plugin, mais c'est ça qui va être revu aussi, d'avoir quelque chose qui est plus aussi dans les codes de menu, les codes de couleurs, les codes de fonctionnalité de GLPI, de tous les autres menus. L'idée, c'est qu'aussi qu'un administrateur sur la plateforme GLPI puisse s'y retrouver quand il configure un asset que quand il configure un formulaire. Voilà, c'est quelque chose qui est important et qui fait sens avec finalement toute l'ergonomie générale de l'outil, que ce soit sa partie administrateur, etc. Je vois qu'on a beaucoup de questions, mais c'est bien, Alexis, tu fais un travail parfait sur tes réponses. Mais je vois On a une nouvelle sur la partie user portal. Sur la nouvelle interface. C'est une très bonne question. Ouais, je vais commencer à y répondre. Très bonne question. On allait y venir, Alexandre. Effectivement, est-ce que ça va venir remplacer User Portal? Alors en fait, ça viendra pas remplacer User Portal. C'est un vrai complément. C'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que nous, on va se baser sur ce que fait GLPI, c'est-à-dire sa nouvelle interface, pour venir proposer une surcouche User Portal supplémentaire à nouveau, qui va apporter des fonctionnalités encore différentes, enfin qui va venir compléter l'interface que vous avez sous les yeux, que vous aviez sous les yeux tout à l'heure. Donc c'est pas vraiment un remplacement, parce que par contre, ce qui est un remplacement, c'est qu'effectivement, là où c'est de fait un remplacement, c'est que nous on se basait, User Portal, c'était un fork finalement, un peu résumé comme ça, mais de Form Creator. Comme Form Creator ne va plus exister et va être intégré dans le cœur de GLPI, c'est en ça que User Portal peut être Vétus. Sachez que les travaux User Portal sont déjà en cours. En fait, c'est déjà prêt, en fait, même. Ouais. C'est-à-dire qu'on a déjà remplacé User Portal par une V2 qui est en production, qui est plus en phase de test. Et on est en train d'arriver, alors sur une V1.5, mais on est en train d'arriver sur une V2 où justement,
on s'affaire à rentrer dans le visuel GLPI de la V11 pour proposer. Nous, sachez que les nouvelles versions User Portal, on va les proposer avant GLPI 11. Donc, elles seront compatibles en V10 aussi. Donc, tout ça fera office potentiellement d'ailleurs d'un nouveau webinaire ou de différents éléments de communication sur nos réseaux sociaux. Vous verrez, pour venir visualiser, agrémenter ça, on organisera des événements exprès pour ça, exactement comme la PWA, donc l'application mobile qui va venir en même temps que cette nouvelle version de User Portal. Donc, on ne vient pas se marcher dessus. Nous, on vient par-dessus GLPI à chaque fois. C'est vraiment notre volonté. Nous, on ne réinvente pas ce que fait GLPI. Simplement, on améliore ce qu'on considère qui est amélioré et ce qui n'est pas à la roadmap à court terme de l'éditeur, bien sûr. Sinon, là, on pourrait se marcher dessus. Voilà. Je vois la question de Théo. Alors, la réponse est non. En tout cas, vous faites référence justement au plugin qui s'appelle QR code, hein, il n'y a pas de, il n'y a pas de piège. Et il ne semble pas qu'il y ait plus que ça après. Non, il y a pas plus. Après, il faudrait détailler le il y a Alexandre qui est en train de répondre. Oui. Merci. Je me permets de présenter Alexandre Delaunay, qui est du coup CTO chez TechLib et responsable de l'équipe du pôle développement. Donc, Alexandre, merci beaucoup pour ta présence, qui est aussi assez exclusive. Donc, alors là, vous allez avoir les réponses en direct de la personne qui décide de ce que je suis en train de vous dire chez TechLib. Donc, merci Alexandre de ta présence et de tes réponses. Voilà. En tout cas, en autre connaissance, c'est pas prévu, mais si Alexandre répond, c'est peut-être qu'il a quelque chose à évoquer. Je vous vois, je regarde. Oui, on nous dit de répéter la question. Je pense que les gens verront les questions sur la rediff, Marine. Hop, je vais avancer du coup. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Là, je vois Alexandre qui a répondu. On a un mini QR code inclus dans les assets maintenant. On ira plus loin par contre que l'ancien plugin. On n'ira pas aussi loin, pardon, que l'ancien plugin. Voilà. Bon, on avait une partie de la réponse, mais on n'avait pas cette fonctionnalité. Donc, merci Alexandre pour la réponse. Et n'hésite pas d'ailleurs à compléter. Et si tu veux intervenir, même à l'oral, si on dit des grosses bêtises sur ton bébé GLPI 11, tu n'hésites pas. Mais on en a déjà discuté longuement, donc je pense qu'on est bien raccord. On continue, je te laisse bien sûr. sur le formulaire. Après, on passe du coup au paramétrage pour passer du formulaire à la création d'un ticket. Avant, il y avait une petite partie qui avait été fastidieuse avec des variables qu'il fallait copier-coller pour avoir les questions et les réponses. Maintenant, quand on va commencer à taper un dièse, qui est l'ancien nom des variables, on aura une autosuggestion de toutes les questions et des réponses qui seront prises du questionnaire qui aurait été paramétré en amont. On va maintenant passer à un point d'ergonomie. Le moteur de recherche a été complètement revu pour encore gagner de l'espace sur l'écran pour garder de la visibilité plutôt sur la liste des tickets qui sont disponibles. Donc maintenant, il faudra cliquer sur le bouton qu'on voit en vert pour voir le moteur de recherche. On fait notre recherche qui correspond exactement au même moteur de recherche que précédemment. Et une fois qu'on aura cliqué sur le bouton rechercher, le moteur de recherche va complètement disparaître. On voit également une petite modification où on voit le nombre de lignes qui est présente directement en haut à droite avec le nombre d'éléments qu'on va avoir par page et également la possibilité de faire la pagination tout de suite en haut. Avant, le nombre d'items était uniquement en bas à gauche et ergonomiquement, c'était parfois un petit peu compliqué de toujours devoir descendre en bas de la page pour pouvoir changer ce paramétrage-là. Ensuite, on passe du coup à la configuration des vues listes. Avant, on avait une notion de déplacer vers le haut, à la gauche ou la droite nos colonnes avec des petites flèches et du coup, il fallait cliquer un certain nombre de fois pour pouvoir déplacer le champ à l'emplacement où on le souhaite. Maintenant, du coup, c'est un drag and drop qui est complètement disponible qui permettra du coup de faire cette configuration-là. Tout simplement. La partie ID, entité et titre sont des champs qu'on peut pour le moment toujours pas supprimer de l'affichage. Donc, ce sera des champs obligatoires à garder en première proposition. Il y a également le paramétrage de l'interface demandeur de la vue liste. Avant, c'était quelque chose qu'on n'avait pas la main. Avec Form Creator, on avait une petite configuration qui était possible, mais on n'accédait pas forcément à la totalité des champs qui étaient disponibles dans GLPI. Aujourd'hui, on pourra complètement paramétrer la vue liste du coup et les champs qui sont disponibles côté demandeur.
Après, on va passer du coup sur plutôt la notion des tâches privées et publiques et des suivis privés et publics. Avant, c'était un petit cadenas qui était à la place de l'œil qui est masqué, mais c'était une information graphique qui n'était pas suffisante. Parfois, on passait un petit peu à la trappe en allant un petit peu vite. Du coup, la TechLib a fait la modification du coup de faire des petits tirets tout autour du cadre des tâches et des suivis pour évoquer la notion que ceci est privé et du coup n'est pas visible par les demandeurs et uniquement par les profils qui accèdent à ce droit-là. Il y a une fonctionnalité qui va être très intéressante et qui va permettre de gagner un tout petit peu de temps et des clics quand on travaille sur l'application. Avant, quand un technicien devait intervenir sur un ticket, par exemple, le prendre en charge après la création du ticket, donc le ticket est en statut nouveau, il devait du coup aller s'associer sur le ticket en cliquant sur un petit bonhomme pour permettre de s'associer soi-même tout de suite sur le ticket et puis après d'aller répondre sur le ticket en question. Pour éviter du coup de faire cette action, il y a un paramétrage dans l'application qui va nous permettre de faire en sorte que du moment qu'on va mettre un suivi sur le ticket, donc de répondre aux demandeurs, la personne qui va faire l'action va se retrouver automatiquement en attribué sur le ticket. Donc ça permettra de s'assurer que les processus sont bien respectés, que les techniciens sont bien présents sur les tickets sur lesquels ils émettent des réponses. Après, on a une petite partie graphique qui s'améliore concernant les notes. Donc, les notes, c'est un onglet qui est présent sur quasiment tous les objets sur GLPI, que ce soit des entités, des ordinateurs, des groupes, pour du coup parfois mettre un petit peu du détail sur pourquoi on met cette configuration en place. Donc, l'ergonomie a été améliorée avec du coup la possibilité de les déplier, de les replier et d'en avoir une multitude, tout simplement. On passe ensuite sur les onglets de GLPI. Donc, on voit sur ordinateur, impact, etc. Il y a ces onglets-là n'avaient pas d'icônes auparavant. Là, il y a des icônes qui ont été ajoutées sur la totalité des onglets qui sont disponibles dans GLPI. Pour finir là, ces icônes, TechLib a décidé de mettre en place, de créer une librairie open source. Donc, toutes les illustrations qui vont être utilisées dans GLPI vont être ajoutées sur un Git et seront disponibles si vous voulez réutiliser des illustrations pour des présentations de votre côté. On passe maintenant du coup justement à la partie sécurité qui avait été demandée tout au début de la réunion. Effectivement. Attends, je crois qu'il y a une question, pardon, sur oui. ce que tu allais dire, Alexis, non la fonction de sécurité en tant que technicien est paramétrable par profil GPI de factory. C'est une configuration par défaut. Donc, cette fonctionnalité sera paramétrable par utilisateur. Donc, on pourra, nous, sélectionner une configuration qui sera valable pour la totalité du serveur. Et après, c'est chaque personne, s'ils ont la possibilité d'aller modifier leurs préférences, d'aller modifier cette valeur de leur côté. Et pour en revenir. Tu voulais compléter, Alexis? Non, c'est pour compléter cette partie-là. Sur la partie du coup, sécurité, effectivement, sur 2023 et 2024 ont été des années assez mouvementées en termes de CVE. TechLib a pris l'initiative justement de lancer des campagnes de pentest justement à vocation de découvrir des CVE supplémentaires en fait finalement. Donc il y aura des correctifs avant qu'ils soient publiés, mais la finalité c'est que il risque toujours y avoir des CVE qui soient découvertes, mais elles seront beaucoup plus anticipées. Disons que les mises à jour auront été publiées et vous aurez été avertis avant qu'elles soient publiques. Donc il y a un travail qui est actif de la part de TechLib là-dessus. Eoris aussi de son côté mène un travail là-dessus sur cette partie justement sécurité et découverte finalement de failles, qu'elles soient côté plutôt navigateur ou qu'elles soient côté back. Voilà, donc il y a un travail qui est actif là-dessus. On a des sessions de pentest qui sont en cours. Donc on a bon espoir que on a la bonne direction sur cet aspect-là. Et les prochaines qu'on espère découvrir seront anticipées et vous aurez été techniquement mis à jour et prévenus avant qu'elles soient publiées. Je vais même aller plus loin, parce que là on parle de TechLib, mais même chez Euris, on est en train de prendre une orientation cyber qui est quand même assez importante chez nous. Alors, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de nos clients présents aujourd'hui avec nous, mais on nous demande régulièrement maintenant des passes, des packs, enfin tout ce genre d'éléments, des documents RGPD qui vont permettre justement d'assurer une vraie collaboration et une sécurité associée assez importante. De notre côté aussi, on est en train de monter, on a monté d'ailleurs une équipe en interne
de 3 personnes qui travaillent activement sur justement la remise en état, on va dire. En tout cas, on prend le sujet à cœur sur tous ces aspects-là. Alors, même si nous, on n'est pas hébergeur de vos données, puisque c'est si on parle d'hébergement pur, mais même au-delà de ça, c'est dans nos bonnes pratiques, dans nos méthodes de travail. Donc, c'est un petit sujet à part, mais je l'évoque aussi parce qu'il y a de plus en plus de nos clients qui nous le demandent. Donc, on se structure là-dessus aussi, on est en train de le faire. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est important. Et à terme, d'ailleurs, on espère aussi pouvoir proposer nos services autour de ça. On n'y est pas encore, mais je commence à l'évoquer à ce niveau-là. On va passer sur un sujet intéressant, parce qu'on a fait le tour. On arrive à la fin de la présentation, mais là, on va parler d'un sujet. On va vous diffuser une petite vidéo sur l'intelligence artificielle. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Si je dis pas de bêtises, j'en vois une. Je vois qu'Alexandre est en train de répondre en même temps. Possibilité niveau évaluation, tel change d'évaluation des groupes, évaluation multiniveau, par exemple. Je vais laisser peut-être Alexandre y répondre. L'introduction, du coup, sur la brique. IA. Ouais, IA. Ouais. Ou tu. Là, de toute façon, on va parler. Ça parle d'elle-même. Ouais, ça va parler d'elle-même, c'est ça. C'est qu'on va diffuser la vidéo. Alors, on a quand même la mini-introduction, effectivement, quand même, qu'on peut faire, c'est de parler de 2 sujets quand on parle d'IA. On parle de l'IA qui va être l'assistant des techniciens et l'IA qui va être l'assistant des utilisateurs. C'est bien 2 IA différentes. Il y en a une qui va être gérée entièrement avec la V11 de GLPI, donc créée par TechLib. C'est exactement ce que vous allez voir à l'écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous diffuser la vidéo et après, on va vous l'expliquer. Alors, s'il n'y a pas le son, c'est pas grave, il n'y a qu'une musique. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est écrit en anglais. On a eu la chance de pouvoir diffuser cette vidéo, chose qui est assez rare, qui nous a été présentée au mois d'octobre. Je vois qu'il y a aussi des questions. Donc, je m'arrête quand même pour la question. Ah oui, il y a pas mal de questions qui commencent à arriver. On peut peut-être y répondre à l'oral, ce sera peut-être plus simple plutôt que. On peut prendre encore 5 minutes quand même pour ça. C'est pour rebondir, Sébastien, sur votre question. Enfin, mais c'est même plus un commentaire. Vous avez tout à fait raison. C'est actuellement, c'est souvent le cas là-dessus sur la partie faille de sécurité. C'est pour ça que nous, dans nos recommandations, c'est toujours mieux de mettre GLPI dans une DMZ, un composant de sécurité, à côté, de façon à ce que isoler des autres composants de façon à ce qu'on puisse quand même en termes d'infrastructure qui soient on va dire le moins exposés et expose le SI à côté. Donc effectivement oui, c'est une très bonne chose le fait que ces recherches soient mises en place actuellement sur la partie faille de sécurité. Pour la partie release note, donc Alexandre a déjà répondu, mais la finalité c'est que pour l'instant elle n'est pas encore disponible, parce que au même titre que la version sur l'alpha, donc on n'a pas de détails exacts de toute cette liste. Après, toutefois, on peut retrouver les commits. Oui, ça va être un peu compliqué. C'est un peu fastidieux, mais. On vous a, en fait, sur la partie release note, on a déjà, finalement, dans cette présentation, résumé en grande partie, on va dire, les changements qui sont, on va dire, c'est les changements qui sont visibles en surface. Il y a énormément de changements qui sont invisibles. C'est pour ça que ça prend autant de temps. Mais la grande partie des changements qui sont visibles et immédiatement intéressants, on vient déjà de vous l'évoquer. Donc, éventuellement, on pourra vous résumer ce qu'on a déjà là-dessus. On n'a pas de release note officielle pour le moment. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Sur la partie CVE Search et recherche de CVE sur le parc, les recherches de CVE ont été appliquées, ont été démarrées partout. Sur la partie parc, il y a également sur la brique, donc Benjamin en avait parlé tout à l'heure, sur la partie sur la partie authentification des remontées d'inventaire. Donc ça, cette partie-là qui actuellement a été ouverte. Sur la partie V11, on a la partie authentification des remontées d'inventaire, ce qui va pouvoir compléter cette partie-là sur le parc, si je peux faire une analyse. Là, la partie recherche de CVE, je pense qu'elle est plutôt dans le sens gestion de parc, en mode il y a une CVE qui sort, je veux savoir les éléments de mon parc qui sont impactés par cette CVE-là. C'est des briques de sécurité qui sont pas mal demandées par des clients. C'est pour ça que je pense qu'Alexandre répond que c'est dans la roadmap actuellement. Ok, parfait. Bon, voilà. Ok, écoutez, on va rebasculer du coup sur la présentation. Hop, pardon, je nous avais laissé en petit quand on parlait depuis tout à l'heure. Je suis désolé, bon, c'est pas grave, je pense que c'est pas très intéressant de voir nos têtes. Donc, on va rebasculer sur l'IA. Là, on va aborder ce sujet. Je vois qu'il est 11h30, on est bien dans le timing. En même temps, on répond aux questions en même temps, donc on avait prévu un temps à la fin, mais voilà, on va quand même se garder ce temps à la fin. Vous allez voir une petite vidéo. Donc là, on est sur l'IA purement assistance, administrateur côté technicien en fait, côté finalement
Assistance aux techniciens. Assistance aux techniciens, j'essaie de le dire avec d'autres mots compliqués, mais je trouve que c'est plus simple. Ça. Donc ça, c'est créé par Techlim, d'accord. Je pense que vous allez avoir pas mal de questions là-dessus. On vous diffuse la vidéo et on en parle après. Donc, désolé, ça ne va pas être hyper fluide là en live comme ça, avec le son, bon, ce n'était pas forcément la meilleure diffusion. Mais au moins, vous avez vu l'ensemble. Alors, on va refaire un tour quand même d'horizon des fonctionnalités à l'oral. On va, avant de parler de la suite, après, je vous montrerai un GLPI en action côté purement utilisateur. Donc là, on est sur l'IA, vous l'avez vu, lié au technicien, qui va donc permettre d'avoir plusieurs choses. D'abord, un résumé, d'abord une insight d'un ticket. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un résumé avec l'humeur potentielle de l'utilisateur, en tout cas du demandeur. Vous allez avoir à la suite un vrai résumé rapide du ticket, de la demande et des éléments qui ont été apportés à l'intérieur du ticket. Donc, ce qui peut permettre d'avoir une compréhension plus simple pour le technicien. Et ensuite, vous avez un chatbot qui va être intégré au sein de la partie admin de GLPI qui va vous permettre de vous aider sur la rédaction des réponses. Et là, il y a deux volets à bien prendre en considération. Ce sont deux choses bien différentes. Vous avez la première qui, donc, tout est de l'IA générative. Hein. On va parler d'IA générative aujourd'hui, mais c'est-à-dire, à l'instar d'un chat GPT, vous posez une question, vous donne une réponse. Vous avez, et vous l'avez vu dans la vidéo, une première possibilité, c'est de poser une question générique, comme si vous la posiez à ChatGPT ou à d'autres moteurs d'IA. Par exemple, comment déployer une GPO. Ça, c'est de la connaissance, on va dire, qui n'a pas besoin de réel contexte, dans le sens où la GPO, c'est quelque chose qui est connu et qu'il y a plein de sources aujourd'hui
sur Internet qui vont vous permettre d'avoir cet élément de réponse. Donc, le bot va être capable déjà de vous donner une réponse de, on va dire, plus culture générale avec un contexte très large. Mais vous avez un deuxième volet, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, c'est que vous avez la possibilité de contextualiser la réponse qui va être générée par l'IA au contexte de votre structure. Et pour ce faire, vous allez pouvoir baser le contexte à une base de connaissances interne ou externe, mais en tout cas une base de connaissances qui n'est pas dans GLPI. Vous allez pouvoir lui mettre en fait une source de données ou même vos tickets, les réponses aux tickets, les solutions apportées, les résolutions. Et tout ce contexte, ces contextes-là, parce que tout IA a besoin de contexte pour générer une réponse, eh bien, ces contextes-là, c'est ce qu'on a vu un petit moment dans l'encart, vont permettre en fait de générer une réponse en adéquation avec le contexte où se trouve votre technicien et le contexte même finalement du ticket dans lequel on se trouve. Je vois une question, c'est un point que j'allais évoquer sur les disponibilités dans le cadre d'un abonnement de n'importe quelle version de déploiement de GLPI. En fait, c'est pas GLPI qui est un abonnement, mais c'est finalement le moteur IA que vous allez avoir derrière. On a du Mistral ou OpenAI, par exemple, qui est le plus connu. Il y a effectivement besoin d'un abonnement, comme si vous preniez un abonnement de ChatGPT, pour pouvoir converser avec l'IA, et plus vous allez poser de questions, et voilà, et plus les abonnements. Donc en fait, c'est pas GLPI ou TechLib ou Eurus qui est finalement décisionnaire là-dessus. C'est le modèle économique lié aux IA aujourd'hui qui vont être liés à ça. Donc ça, c'est la vision IA côté purement administrateur et technicien. Je ne sais pas si on a d'autres choses à ajouter là-dessus avant de passer à la dernière partie de l'IA, mais je pense qu'on a fait le tour. Si Alexandre Delaunay, si tu veux mentionner des choses dans le chat que j'aurais oublié, je vois qu'il est en train d'écrire. Merci Arnaud, et bonjour à un autre Alexandre à 11h27 qui est arrivé, pardon, je ne l'avais pas vu. Alexandre est en train d'écrire, donc potentiellement va vous apporter des éléments supplémentaires sur les réponses. Sur l'IA, mais ok, je vois qu'en fait, voilà, c'est plutôt côté sécurité. Bon, Alexandre, merci de prendre le temps en tout cas d'écrire. Je vois que tu es grippé en plus, donc effectivement, ce sera plus simple. Voilà, bon, Alexandre vous donne des réponses encore plus complètes sur tout ça. Très bien, comme ça, vous pourrez lire ça dans le chat. Merci encore, c'est très appréciable. Donc, ce qu'on disait, c'est simplement que c'est un vrai outil. Par contre, attention, et c'est exactement pareil avec la slide que vous allez voir juste après. Quand on va parler de l'IA côté utilisateur, ce qui va aussi beaucoup vous intéresser, on parle uniquement finalement quand on parle de contexte, il faut quand même se dire que l'IA, c'est pas magique et que votre contexte de base doit être très sain et avoir le plus d'éléments possible. On va parler de base de connaissances, par exemple, si votre base de connaissances GLPI ou externe n'est pas bien alimentée, si votre technicien pose la question, quelle est la procédure, par exemple, pour se connecter à la Wi-Fi chez nous, pour que je puisse répondre à mon utilisateur, si ma base de connaissances est mal renseignée ou mes tickets, j'en ai pas beaucoup, ou mes solutions ont été mal apportées, l'IA va pas être magique et va pas vraiment apporter des bonnes réponses. Donc, on a quand même, c'est pour ça qu'on parle d'entraînement de l'IA souvent, c'est un peu un terme galvaudé. En fait, c'est pas réellement l'entraînement de l'IA, c'est l'entraînement de votre connaissance, la source, le contexte dans lequel va aller piocher votre IA pour apporter la réponse à votre technicien ou à votre utilisateur. Pardon. Je vois que du coup, il y a une question. Base de connaissances ticket ou utilisée par l'IA. Sur la partie, on va dire, fuite des données, GLPI avec GLPI AI va être disponible avec une composante que vous pouvez installer on-premise, mais avec vos propres capacités de compute, avec vos propres données. Donc, la part de problématique qu'il y a dans l'intelligence artificielle actuelle, le modèle de données actuellement, c'est qu'il faut un peu de puissance de calcul pour générer les modèles et pouvoir l'utiliser en interne. Donc, si vous avez les capacités en interne de pouvoir gérer ces briques AI là-dessus, vous pouvez donc choisir le prestataire qu'il vous faut ou même en on-premise de gérer cette installation-là vous-même. Donc, vous aurez la maîtrise sur les données qui sortent ou qui ne sortent pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous, on conseille souvent Mistral. D'ailleurs, on va en parler même. Voilà, c'est le spectre français. Voilà, pour le spectre français, évidemment, surtout quand on parle, c'est une bonne question, Benjamin, mais c'est vrai que Mistral reste la référence en France aujourd'hui pour choisir l'ILM. On va avancer du coup parce qu'on parle d'IA, donc on a parlé IA technicien, géré, je le répète, par TechLib, GLPI. Maintenant, nous, on a, et c'est ce que vous voyez, donc je vais vous repartager ma présentation. Là, je vais vous montrer même un GLPI en présentation, pardon. Donc nous, je vous le disais, on développe des plugins chez Eurus, on parlait d'User Portal, c'est le UP que vous voyez, UP+,
Voilà, les autres plugins sont des plugins qui ont été très contextuels à des clients, mais qu'on peut, voilà, qu'on va pas mentionner forcément aujourd'hui vu notre timing. Mais on a déjà, il y a presque 2 ans maintenant, 1 an et demi, je dirais, on a fait un partenariat avec une société qui s'appelle Polaria, qui est une société spécialisée dans l'intelligence artificielle, mais plus côté utilisateur pour le coup, et qui nous avait à la base mis à disposition un chatbot qu'on mettait à disposition sur GLPI. Alors, on va vous le montrer, hein, il est toujours actuel, sauf que l'IA n'était pas générative, mais uniquement conversationnelle. C'est-à-dire qu'elle était, on avait une base de connaissances qu'il fallait, avec des questions et auxquelles il fallait préparer les réponses pour que le chatbot puisse répondre. C'était quand même assez limité finalement. Aujourd'hui, on allait beaucoup plus loin. Et donc, ce qu'on vous propose est en phase de test et même presque en phase de production. Alors, hop, pardon, je vais vous partager mon autre écran. Comme ça, vous allez pouvoir voir en action le chatbot avec l'IA. Hop, le voilà. Donc là, vous avez sous les yeux User Portal en version 1. C'est les premières, la deuxième version de User Portal, mais ce n'est pas les nouvelles versions que vous allez voir. Pour ceux qui connaissent, ça ne va pas vous choquer. Ceux qui ne connaissent pas, c'est du coup la revisite de l'interface utilisateur de GLPI. On avait fait un webinaire l'année dernière là-dessus d'ailleurs, et on refera un webinaire pour les nouvelles sorties. Là, on va pas l'évoquer plus en détail. Par contre, ce qu'on va évoquer en détail, c'est, vous voyez, le petit logo en bas à droite, le petit widget qui apparaît. Petit disclaimer là-dessus, le widget, il est intégrable de partout. Là, on est bien un widget, en fait, c'est une intégration web. Donc, on est sur une page web, on est sur une application web, sur GLPI. Donc, on pourrait l'intégrer sur un intranet, enfin, peu importe, en fait, où vous voulez. On a même la possibilité, d'ailleurs, d'intégrer ce que vous allez voir sur un Teams, sur ce genre d'outils, en fait, déjà existants qui pourraient s'intégrer. Vous allez voir, ça ressemble à ça. Alors, oui, il faut que je me reconnecte, évidemment, parce que ma session était down. Là, voilà. Donc, ça ressemble à ça. Je vais créer une nouvelle conversation. Et là, j'arrive du coup sur mon bot. Alors, je peux évidemment personnaliser le message d'accueil, etc. Là, vous voyez Université de la Sorbonne. C'est logique, on est en phase de test avec nos clients. Ce client-là, il nous a évidemment donné l'autorisation d'en parler puisqu'il était présent à Euris in Paris et il a témoigné sur notre collaboration qui est bien supérieure à l'IA. Mais voilà, et on est en phase de test sur ce que vous êtes en train de voir. On est même en phase maintenant, depuis le 23 janvier, de finalisation des tests. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est sur une IA dédiée aux utilisateurs. Donc, moi, je suis utilisateur et je vais poser une question. Hop, donc là, c'est évidemment très contextuel à une université. Pour ceux qui sont dans l'enseignement aujourd'hui, forcément, en fait, les Wi-Fi et du Home, c'est des choses assez réputées et connues. Je vais poser une question. Et là, l'IA va générer une réponse. On est bien sur une réponse qui est générée. Et depuis quoi elle est générée? Elle est générée uniquement depuis l'intégralité des tickets qui se trouvent dans mon GLPI. Voilà. C'est là où ça apporte une vraie plus-value, en fait, cette IA. C'est que là, vous voyez, il va faire 2 choses. En fait, on va faire 3 choses avec l'IA. La première, c'est qu'elle va me dire, OK, je vais aller récupérer tous mes tickets, je vais aller chercher dans ma base de connaissances tous mes tickets, base de connaissances de l'IA. Je le précise et vous allez voir après l'interface administrateur de cette partie-là, le partie back-office. C'est-à-dire que moi, IA, je vais me créer une base de connaissances, je vais récupérer tous les tickets qui sont présents dans mon GLPI. Je vais aller m'en créer ma propre base de connaissances. Et quand on va me poser une question, je vais aller finalement agglomérer. Alexis vous en dira un petit peu plus évidemment sur techniquement comment ça fonctionne, mais agglomérer mes réponses. Je vais pouvoir aller dire ok, j'ai trouvé 1000 tickets qui parlent de ça. Il y a 1000 solutions, 1000 résolutions. Eh bien, je vais construire une réponse. Je vais en plus de ça évidemment la mettre en bonne forme. C'est là où l'IA a aussi une part finalement de plus-value là-dessus, et je vais pouvoir répondre à mon utilisateur. Donc, qu'est-ce que ça permet concrètement parlant, avant d'entrer dans le détail? Évidemment, déjà, ça permet d'éviter un ticket de manière assez directe. Donc, on va diminuer le backlog et on va apporter un vrai service, même 24/24 et 7 jours sur 7 à nos utilisateurs. Alors, on ne pourra pas répondre à tout, et surtout que vous allez me dire, oui, mais si on ne trouve pas la réponse, on propose de créer un ticket directement ou d'orienter notre utilisateur vers le bon formulaire qui sera présent dans le catalogue des services pour venir créer le ticket. Je te laisse peut-être, Alexis, si tu veux aller un petit peu plus loin dans l'explication de l'IA. Oui, finalement, le fond de ce besoin-là était on avait la partie, donc, pour répondre aux techniciens, dans la partie technicien, donc d'assister les techniciens à répondre aux tickets pour être plus efficace et éventuellement même plus professionnel dans les réponses. Là, cette partie-là dédiée aux utilisateurs a la vocation à justement éviter la création de nouveaux tickets, en tout cas la réduire. Justement, pour cette partie-là,
nous, dans le processus, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un gestionnaire, typiquement dans GLPI, un rôle de gestionnaire qui va être créé et qui aura, par exemple, sur sur un ticket qui a été résolu, on va lui proposer, est-ce que vous souhaitez ajouter ce ticket finalement à la base de connaissances finalement de l'intelligence artificielle? Ce qui vous permettra, vous, de sélectionner, on va dire, des tickets qui sont le plus qualitatifs et qui ont une valeur ajoutée dans la base de connaissances. Puisque finalement, en fait, tous ces tickets qui sont générés là-dedans, tous ne sont pas utiles, tous ne sont pas valables pour ça. Donc, en fait, on va vraiment avoir besoin d'une qualité de ticket assez importante là-dessus. Donc, on aura deux phases. On aura la phase, finalement, la mise en service, sur laquelle on va travailler ensemble pour déterminer quels sont les tickets qui sont pour le lancement le plus intéressant. Et ensuite, on va pouvoir au fur et à mesure du temps, dans la durée de vie finalement de votre GLPI, sélectionner les tickets les plus intéressants pour les envoyer à la base de connaissances. Donc la base de connaissances envoie sur une interface spécialisée qui est je vais la montrer justement. Je vais la montrer. Et attends, pardon, excuse-moi. Là justement, je vous ai montré ce qu'Alexis est en train de décrire côté GLPI. Je vois qu'il y a quelqu'un qui nous rejoint sur le live. Non, c'est juste que je suis en train de partager. C'est de ma faute. Voilà, vous allez pouvoir. Hop, je vais réactualiser mon interface, comme ça je peux te laisser la décrire si tu veux. Voilà. En fait, pour compléter, donc là, ce chatbot qui a été ouvert, finalement, c'est avant tout un chatbot pour lequel en fait l'intelligence artificielle conversationnelle va répondre à notre place. Là où c'est intéressant, c'est que peut reprendre un sujet. Typiquement, il faut avoir une équipe de techniciens GPI qui soit disponible pour répondre à la place de l'intelligence artificielle ou de répondre finalement si l'intelligence artificielle n'a plus de réponse, de transmettre l'information par la suite. Donc finalement, cette source de données, si je reviens sur la partie source de données, donc ça va être nos tickets, ça va être également la base de connaissances interne de GLPI. Donc on sera capable d'aller également dans la base de connaissances GLPI, aller envoyer des articles de base de connaissances dans la base de connaissances finalement de l'intelligence artificielle, ce qui permettra de construire, on va dire, un contexte général pour les réponses à accorder. Maintenant, ce qui se passe, pour compléter ce qu'il disait Alexandre, c'est dans le processus, si l'intelligence artificielle a répondu à la demande, ce qui va se passer, ce qui va être intéressant, ça va être de quand même aller créer un ticket dans GLPI, éventuellement le résoudre automatiquement via des règles métiers dans GLPI pour qu'on historise quand même donc l'échange, la demande, et pouvoir surtout mesurer finalement le retour sur investissement qu'il y a lié à l'intelligence artificielle, puisque finalement, il va y avoir une consommation de jetons liés à l'intelligence artificielle des tokens. Donc, c'est intéressant de pouvoir quand même retrouver dans GLPI combien de temps, quelle quantité de tickets ont été répandus par l'AI et pouvoir mesurer toutes ces informations-là. Et comme disait Alexandre sur la partie, si on ne trouve pas de réponse, rien ne nous empêche effectivement de rediriger l'utilisateur vers une catégorie de formulaire ou simplement d'ouvrir le ticket. On a identifié en interne directement la bonne catégorie à utiliser. Donc, ouvrir un ticket dans GLPI et résumer la conversation qui a déjà eu lieu pour reprendre le sujet. Voilà, donc ça permet effectivement de répondre, on va dire, à toute heure, avoir potentiellement, enfin, c'est même plus que potentiellement, une réponse au ticket et surtout une diminution du backlog et de permettre en parallèle de mesurer justement l'investissement associé à ça pour la partie traitement des tickets par l'intelligence artificielle. Voilà, on vous a fait le tour un peu sur l'IA. Je vois qu'il y a encore des questions. Donc, l'IA utilise la FAQ. C'est exactement, alors peut-être que vous avez posé la question qu'Alexis a répondu en même temps, mais en fait, elle se base sur ce que vous voulez concrètement. Donc, oui, l'IA utilise la FAQ, évidemment. Et en fait, elle crée elle-même sa base de connaissances, comme l'a déjà spécifié Alexis. Je vois que le temps avance. On va avancer. Si on peut répondre à Romain en parallèle, peut-être de la fin de notre présentation, parce qu'il va falloir qu'on accélère un tout petit peu. Si en plus après on a des questions, on va juste vous parler pour finir quand même de la vision 2025 d'Eoris et de certains éléments. Alors on va pas tout vous passer parce qu'on n'aura pas le temps, mais voilà, on est en phase de finalisation de la recette et des tests de notre nouveau site web. Vous allez retrouver pas mal d'éléments importants. On va parler notamment de tous les éléments qu'on a parlé aujourd'hui. C'est un site web qui a été clairement modernisé parce que notre site web a 6 ans, donc voilà, on est sur ce genre de choses. On lance aussi j'en parlais tout à l'heure, une structure, une filiale qui s'appelle Eoris Consulting et qui va permettre donc de faire de la régie. On en fait déjà, faire de l'assistance technique, de faire de la régie pour du coup placer des ressources
et des compétences auxquelles vous auriez besoin directement en fait dans vos structures. Donc ça, c'est aussi un élément qui arrive, enfin qui est déjà en place. Donc si vous avez ces besoins-là, on est capable maintenant d'y répondre. On le fait déjà avec certains d'entre vous. Et du coup, on a lancé une structure pour vraiment cadrer les choses juridiquement de manière un peu plus concrète. Et pour terminer, et comme ça, après, on pourra finir avec des questions-réponses potentielles et vous remercier, on lance aussi du coup une grande phase de communication. On va lancer des podcasts. On va tourner des podcasts et le premier va arriver d'ici un mois et demi. On va communiquer sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. En premier lieu, LinkedIn. On est en train d'ouvrir les autres réseaux sociaux, mais on est assez actif et Elodie, qui fait partie de nos équipes, du coup, est dédiée à ça chez Euris. On est en train, du coup, de monter des podcasts dans lesquels, en fait, on va inviter plein de gens. Alors, on va commencer d'abord, nous trois, évidemment, pour lancer le premier épisode. Et puis, on va progresser comme ça tout au long de l'année en sortant des… On ne connaît pas encore la cadence, on ne va pas s'avancer, on va voir ce que ça donne. On veut bien le produire, on veut que ce soit un beau produit pour que vous proposez des choses qui changent un petit peu. On va aborder certainement des thématiques liées à GLPI, on va inviter des clients, on aura des témoignages clients sur des épisodes d'1 heure, 2 heures. Donc, ce seront des podcasts filmés dans des studios et également qui seront retrouvés après sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer et autres. Donc, on va sortir ça bientôt. Il y aura des sujets intéressants. On va parler IA, on va parler sécurité, on va parler GLPI, on va parler relations, on va parler entrepreneuriat, on va parler de tous ces sujets-là qui peuvent être intéressants et certaines thématiques qui pourraient vous intéresser. Pardon, je crois avoir fait le tour. Nous sommes à la fin. Nous avons respecté le timing. Je vois qu'il y a une dernière question. Benjamin est en train d'y répondre. Je ne sais pas si tu veux y répondre à l'oral, c'est plus simple. Oui, cette partie, c'est de la roadmap qui, comme l'a évoqué Alexandre Delaunay tout à l'heure, qui ne sera pas présente sur de la version 11, mais qui sera intégrée sur de la version 12 certainement, avec du coup des intégrations concernant les failles de sécurité concernant la gestion d'un SI. C'est des notions qui sont énormément demandées en ce moment, comme on l'a vu tout au long du webinaire. Voilà, je crois que nous avons fait le tour. Je regarde s'il y a une question quand même de Damien. Je suis en train de parcourir les questions. Si on peut nous dire côté Euris, si on en a loupé, s'il vous plaît. Accessible par les utilisateurs pour, par exemple, les aider à remplir un formulaire ou s'ils ont des questions un peu plus généralistes sur un process, par exemple, comment faire. Okay. C'était clairement la réponse qu'on a apportée. Que j'ai fait. Je pense que c'est la réponse qu'on a apportée. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Je vois qu'on est une centaine encore. En attendant, je vous remercie. On vous remercie vraiment de votre présence. C'est plaisir d'avoir autant de monde. En petite information, il y a la version 10.018 qui va être publiée dans les prochaines heures normalement. Ok, ben voilà, une petite exclue de dernière minute. Effectivement, donc on a la 10.018 qui va arriver côté GLPI. Merci à tous pour votre présentation. On reviendra vers vous. Vivement la V11, oui, on est bien d'accord Sébastien. On l'attend, c'est promis, on la teste tous les jours. Merci beaucoup à tous pour votre participation. C'était très agréable. J'espère que c'était assez fluide pour vous, que c'était assez instructif. Oui, on vous partagera l'enregistrement. Vous allez avoir de toute façon une toute petite campagne après de communication. Vous allez recevoir l'enregistrement et après, n'hésitez pas à nous recontacter. Je sais qu'il y en a déjà avec qui on a des rendez-vous qui sont prévus, donc attends d'en parler. Pardon d'avance pour des fois nos délais de réponse au commerce. On est un peu submergé en ce moment, c'est la vérité. L'équipe est bien chargée, donc j'en profite pour la remercier. Je sais qu'elle est là un peu de manière flottante. On lit en même temps le chat, donc je vois s'il n'y a pas des… Merci beaucoup Aurélien. Merci pour tous vos retours. Ouais, merci pour vos retours, c'est agréable. On va en faire plusieurs, on va en faire plus. Les webinaires, il y aura les podcasts qui vont arriver, donc on espère pouvoir vous alimenter comme ça en connaissance autour de GLPI, vous tenir à jour de tous ces éléments. Merci beaucoup Sébastien. Et puis écoutez, on vous souhaite à tous une excellente journée. On vous communique tout ça dès qu'on a terminé. Ce sera dans la semaine ou courante semaine prochaine, le temps que les équipes mettent tout ça en ordre. Passez une excellente journée. Merci encore pour votre présence, votre participation. Et puis à bientôt. Bonne journée. Au revoir.